Bonsoir, bien écoutez, je me présente avant de démarrer. Je suis Laetitia Vigneron-Field, directrice du développement commercial pour les formations intra-entreprises au sein de Centrale Supélec XZ. Et c'est un plaisir de vous accueillir ce soir à l'occasion de cette nouvelle édition de nos Innovation Pop-up by Centrale Supélec XZ dédiée au système d'information et à l'intelligence artificielle. Je vais commencer par parler un petit peu de Centrale Supélec XZ. Voilà, qui est Centrale Supélec XZ? Qu'est-ce que Centrale Supélec XZ? Alors d'abord, une petite précision, XZ stands for Executive Education ou encore formation continue en français. Et la formation continue, eh bien, elle permet aux hommes et aux femmes de se former tout au long de leur vie. Nous sommes bien entendu très étroitement liés à l'école d'ingénieurs Centrale Supélec, qui fait elle-même partie de l'Université Paris-Saclay. L'Université Paris-Saclay comptant parmi les grandes universités européennes et mondiales. Et en tant qu'organisme de formation continue, eh bien, notre ambition, c'est d'accompagner les organisations dans un monde en constante évolution, en mettant l'humain au cœur de nos formations. Nous sommes là pour... je vais peut-être passer la slide, ce serait mieux. Nous sommes là pour apporter des réponses aux besoins des organisations et aux impératifs sociétaux, et ainsi faire face aux défis de transformation. Et nous sommes convaincus qu'en tant qu'école d'ingénieurs, nous devons former sur les hard skills, inévitablement, mais aussi nous devons outiller les professionnels pour devenir de vrais leaders. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les soft skills sont également partie intégrante de nos formations. Alors, pour continuer un petit peu sur la salle que nous avons ici, et pour rester à la hauteur de cette ambition à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, eh bien, nous avons la chance de pouvoir profiter d'un écosystème d'excellence qui comprend des laboratoires et des équipes de recherche, qui comprend également des chaires de recherche et d'enseignement. Nous avons également un accélérateur de start-up au sein de Centrale Supélec, 21st by Centrale Supélec. Et puis, nous nous appuyons aussi sur un large réseau d'entreprises partenaires. Et nos certifiés et diplômés ont l'occasion de devenir membres du réseau des alumni, qui compte aujourd'hui plus de 55 000 alumni. Et pour terminer avec les quelques chiffres que nous avons ici, nous formons chaque année à peu près 3500 cadres et nous pouvons recevoir nos participants dans nos locaux parisiens qui se situent dans le 15e arrondissement aujourd'hui, mais qui vont bientôt aller rejoindre le campus qui est en cours de finition ou de finalisation aux portes de Paris, à Gentilly précisément. Et nous opérons également depuis les campus de Gis-sur-Yvette, de Rennes et de Metz. Voilà. Donc, je ne vais pas pouvoir achever la petite partie sans mentionner justement les petites certifications qui vont bien, puisque nous sommes un organisme de formation certifié Calliope et certifié ISO 9001. Voilà. Donc j'ai parlé d'accompagnement à l'instant et donc comment concrétisons-nous cet accompagnement aux entreprises? Comment apportons-nous des solutions concrètes pour faire face aux défis de transformation? Eh bien, à travers nos offres de formation qui se déclinent en trois grands axes. Nous proposons d'une part des formations diplômantes, grâce à notre pôle master spécialisé, qui sont des diplômes post-master labellisés par la Conférence des grandes écoles. Et ces formations permettent d'obtenir un diplôme de niveau Bac+6 au terme d'une formation qui dure de 12 à 18 mois. Et que ce soit dans le cadre d'une reconversion professionnelle, d'une évolution de carrière ou encore d'une poursuite d'études, eh bien les programmes master spécialisés vont permettre d'acquérir une expertise et une spécialisation dans un domaine pointu, à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan managérial. Et chaque année, Centrale Supélec accueille entre 400 et 450 participants répartis sur 19 programmes qui sont des programmes full-time ou encore part-time. Alors d'autre part, nous avons les formations inter-entreprises qui s'adressent à un public varié et qui permettent à un collaborateur seul ou avec d'autres membres de son équipe ou de son service de participer à une formation spécifique. Et l'atout majeur des formations inter-entreprises, eh bien, on va dire que c'est la diversité, puisque les sessions réunissent des pairs issus d'horizons, de secteurs ou de métiers différents, mais qui partagent des objectifs d'apprentissage communs. Et cela crée une opportunité
possibilité, j'ai envie de dire, inégalée de confronter les pratiques et puis d'enrichir les connaissances via le partage d'expériences dans des formations qui vont réunir toutes ces personnes. Et puis, les formations interentreprises, eh bien, elles s'appuient sur un catalogue riche de plus de 130 formations, proposant plusieurs sessions par an, avec l'intervention d'experts reconnus dans leur domaine, tels que ceux que vous allez pouvoir écouter tout à l'heure. Et on aura également l'occasion de revenir sur ce catalogue un petit peu, et puis sur nos domaines d'expertise juste après. Et enfin, nous avons les formations intra-entreprises qui sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques d'une organisation. Elles permettent de construire ou plutôt de co-construire avec nos clients des parcours sur mesure qui peuvent offrir une certaine flexibilité puisque la flexibilité, elle sera sur les thématiques abordées. On peut très bien avoir un mix de thématiques qui seront abordées sur un seul et même parcours. La flexibilité, elle sera aussi dans les modalités d'intervention ou encore dans les niveaux à atteindre. Et ces parcours vont permettre de répondre à des objectifs stratégiques spécifiques en s'adaptant justement au contexte de l'entreprise donnée. Hop, je vais passer la petite slide suivante. Voilà. Donc notre rôle d'accompagnement de la transformation des organisations dans toute sa complexité va se refléter dans l'étendue de nos expertises. Nous avons structuré notre offre autour de 8 domaines fondamentaux. Nous intervenons d'abord sur l'humain et les processus, avec le domaine excellence opérationnelle qui va inclure des méthodologies comme le Lean Six Sigma ou encore la supply chain. Nous avons également le domaine leadership et management collaboratif qui est essentiel pour former les managers et les leaders au défi du leadership. Et puis, le domaine management de projets complexes, qui couvre le management de projets classiques, qui couvre également la gestion des risques ou encore les projets de transformation agile. Ensuite, nous couvrons les enjeux stratégiques et sociétaux cruciaux avec le domaine développement durable et RSE, avec le domaine également de l'énergie, où nous abordons les énergies électriques et thermiques, les énergies renouvelables, le stockage d'énergie, je parle trop vite, et puis le domaine stratégie et transformation de l'entreprise, qui inclut l'accompagnement à la transformation digitale, l'industrie 4.0 et également l'élaboration de nouveaux business models. Enfin, notre expertise va s'étendre au domaine hautement technique et d'ingénierie avec le domaine technologie et système qui va illustrer notre ancrage scientifique profond. Et puis, eh bien, tous ces domaines sont interdépendants. J'en ai cité 7 pour le moment, mais un en particulier nous rassemble aujourd'hui et c'est celui des systèmes d'information et du digital. Et il est au cœur de la stratégie d'entreprise et il englobe des sujets essentiels pour notre événement tels que l'intelligence artificielle, le cloud et DevOps, la cybersécurité ou encore le numérique responsable. Et vous avez une petite illustration ici de ces domaines, donc l'intelligence artificielle et les systèmes d'information et des parcours que nous pouvons proposer. Nous en avons d'autres inévitablement et ce qui est important de savoir, c'est que autant nous pouvons former des data scientists, nous poussons les gens jusqu'à des spécialisations avec nos masters spécialisés notamment, mais nous pouvons également proposer des formations d'acculturation et donc couvrir un spectre assez large en termes de niveau. Là, vous avez donc une formation qui est citée sur cette slide, qui est l'Executive Certificate Intelligence Artificielle Sciences des données, et un autre parcours certifiant qui s'intitule l'IA pour tous, et un parcours à venir, un Executive Certificate Architecture Data IA, dont on pourra vous parler, mais qui sortira donc en 2026. C'est la petite nouveauté sur cette thématique-là. Et pour illustrer rapidement ce que je disais tout à l'heure par rapport à la démarche de co-construction, en tout cas pour ce qui est de l'intra-entreprise, co-construction qui implique de répondre à une demande spécifique d'un client à partir d'un parcours existant ou bien d'une page blanche, comme on pourrait le dire. Eh bien, pour illustrer cette démarche, on vous a proposé ici un cas client où nous avons accompagné Atos, qui est un client, on va dire, historique de Centrale
centrale Supélec EXED. Nous avons formé à peu près 300 personnes de chez Atos au cours des 10 dernières années sur diverses thématiques et divers niveaux de parcours. Et aujourd'hui, on a eu une demande qui consistait à déployer un parcours diplômant qui est le Master Architecture des systèmes d'information uniquement pour Atos. Donc nous avons pu faire un petit peu de sur-mesure puisque la formation typiquement se déroule normalement en présentiel et grâce à un label qui s'appelle le label Fort Digital qu'a obtenu Centrale Supélec, eh bien nous sommes en mesure de déployer cette formation en 100% distanciel pour Atos. Voilà, donc on a répondu à leur demande et cette formation est actuellement en cours pour leurs collaborateurs. Voilà. Et ce que je pourrais vous dire également, eh bien, c'est que nos équipes sont ici ce soir pour vous recevoir, pour échanger avec vous si vous avez des questions, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'étendue de notre offre. Et voilà, je vais passer la parole ensuite à nos experts, mais nous serons disponibles pour écouter vos commentaires, répondre à vos questions et peut-être en savoir un petit peu plus sur des projets que vous auriez actuellement. Et sans plus tarder, eh bien, je vais passer la parole à Karine, qui va être notre Master of Ceremony ce soir. et on va pouvoir entamer cette discussion sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les systèmes d'information avec nos experts. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie. Exactement. Alors, merci pour l'introduction. Donc, je me présente, je suis Karine Fotso, je suis associée dans un cabinet de conseil en stratégie et en transformation qui s'appelle AICO, et je suis spécialisée sur l'accompagnement des transformations en s'appuyant sur la donnée et l'intelligence artificielle. Donc, pour pouvoir avancer sur cette table ronde, je vais laisser la parole à Frédéric Pascal, qui est directeur de l'Institut Data IA Paris-Saclay, vice-président IA de l'Université Paris-Saclay, responsable des activités en IA de Centrale Supélec, et aussi Pierre-Frédéric Rouberti, consultant en stratégie et système d'information, responsable pédagogique en SI à Centrale Supélec EXED et responsable pédagogique du master spécialisé architecture DSI pour introduire cette table ronde. Très bien, merci Karine. Bonsoir à toutes et à tous. Alors juste un petit mot avant de dire des choses probablement beaucoup plus intéressantes sur le contenu de la table ronde, mais peut-être d'accueillir tout le monde. La présentation était assez claire et se former aujourd'hui tout au long de la vie, en fait, c'est quelque chose qui est devenu absolument indispensable. On en parlera, mais l'IA, en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui évolue pas tous les jours, mais quand même assez rapidement. Et effectivement, les nouvelles compétences à acquérir arrivent régulièrement. Et peut-être, avant de se lancer dans les détails, j'ai partagé une petite anecdote. J'ai porté une mission nationale sur l'IA et l'enseignement, qui a été rendu à pas mal de ministres il y a quelques mois. Et ce qu'on a constaté dans un questionnaire assez grand, qui notamment sur des étudiants, des personnels, mais sur les étudiants, sur 20 000 étudiants, quand on leur demande s'ils utilisent ChatGPT, 92% disent oui. Alors 92% de 20 000, bon, ça fait quand même beaucoup. Et quand on leur demande est-ce que vous avez déjà utilisé de l'IA générative, alors là, il y en a, sur ces 20 000, il y en a 3 000 qui répondent non, jamais. Alors, quand on utilise ChatGPT tous les jours, ma foi, on a une petite connexion avec l'IA générative, pour ne pas dire plus. Mais vous voyez, c'est un petit peu, la technologie a avancé très très vite et on ne sait pas encore de quoi on parle, comment on en parle, comment on va l'utiliser. Et l'impact sur les métiers, c'est encore plus compliqué. Donc, il y a vraiment un sujet aujourd'hui absolument essentiel. Et je vais passer la parole à Pierre-Frédéric. Juste avant, un petit mot. Il y a un récent classement qui est sorti, le classement de Shanghai, enfin, ce qui met les universités françaises assez hautes. Et l'université Paris-Saclay, c'est le premier écosystème en France en IA. C'est pas complètement étonnant, mais ça mérite d'être souligné. C'est sorti il y a une semaine. Merci Frédéric. Alors, il y a quelques semaines, on s'est croisés, on s'est dit, tiens, l'intelligence artificielle et les systèmes d'information, c'est quand même deux sujets extrêmement connexes. On a des offres de formation dans les deux domaines. Ça serait bien qu'on puisse travailler ensemble
pour partager. Hein, le rôle de Central Supélec Executive Education, c'est de faire de la formation, mais c'est aussi d'accompagner les transformations des entreprises. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire ce soir avec vous, en partageant un certain nombre d'avis d'experts sur ces sujets-là. Sujet qui est en plein bouleversement, on se pose beaucoup de questions là-dessus. Et notre objectif, c'est pas que de faire de la formation, mais aussi de l'accompagnement post-formation. Et c'est ce qu'on fait en suivant nos participants après les formations. Voilà, donc je vais laisser la parole à Karine pour lancer la table ronde sur la première thématique. Écoute, avec plaisir. Je pense que pour justement rentrer dans le vif du sujet, et pour faire écho à ce qui a été dit, ce que vous pouvez du coup déduire, comprendre, voir, vivre, c'est que l'IA transforme nos systèmes, nos métiers et nos organisations, mais pas de la même manière. Et du coup, ce soir, ce sur quoi on va rentrer, c'est un parcours qui va être autour de 3 thématiques: l'éthique, l'humain, l'architecture et la gouvernance. Et donc, bien évidemment, on va explorer les 3 étages de la fusée de la transformation IA, ce que l'IA change dans nos valeurs et nos façons de penser, ce qu'elle change pour les humains dans les organisations, et enfin, ce qu'elle change pour les systèmes et les gouvernances, et la gouvernance. Et pour du coup ce faire, je vais présenter les intervenants qui vont prendre la parole au fil de ces différentes tables rondes. Tout d'abord, Martin Labrousse, à côté de moi, consultant coach en innovation, transformation PMI, intelligence artificielle et transition ESG, intervenant chez Central Supélec EXED. Voilà. Myriam Tami, merci, enseignante chercheuse en IA à Central Supélec, co-directrice du Master Science IA international de Central Supélec et membre du groupe Machine Learning et Intelligence Artificielle de la SFDS. Bon, je dis tout, hein. Voilà. Ensuite, Vincent Lauria, juste à côté de Myriam, directeur général de Veolia Water Information System et directeur technique, intervenant également chez Central Supélec EXED. Et enfin, François Dongu, président fondateur DigiPower, expert en IT, data et IA, intervenant chez Central Supélec EXED. Voilà, donc on a fait le tour des intervenants et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, tout simplement, avec la première table ronde. Donc, je pense qu'on va passer les thématiques parce que j'en ai déjà parlé. Donc, allons tout de suite à l'essentiel. Donc, pour commencer, j'ai envie de vous poser quand même une petite question. Donc, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'utiliser une IA en vous disant « Tant que ça marche, je veux pas trop savoir comment ». Bon, je ne sais pas. Moi, ça m'est déjà arrivé et je ne suis pas sûr que ce soit du coup la meilleure façon de se positionner pour utiliser de l'IA. Donc, pour rentrer à fond dans la table ronde, je vais poser la question à Frédéric. Pourquoi l'éthique est indispensable à l'ère de l'IA générative ? Alors, déjà, donc j'ai 2 minutes pour répondre à cette question. Ouais, absolument essentielle. Alors pourquoi l'éthique est essentielle ? C'est-à-dire que effectivement comprendre ce qu'on fait, alors c'est utile à plein d'égards, mais notamment si on travaille dans des entreprises où les systèmes sont critiques, où on a besoin d'avoir une fiabilité dans les réponses, il faut quand même contrôler un petit peu les systèmes qu'on utilise, en tout cas savoir ce qu'il y a derrière, être capable de quantifier des incertitudes. Ça, c'est peut-être le côté très performance et explicabilité. L'éthique, c'est quand même beaucoup plus large. On peut parler également de responsabilité. Et la responsabilité, en fait, ce qu'on entend beaucoup, et je vais tâcher de le répéter à peu près proprement, mais c'est des questions d'impact environnemental. C'est quand même une chose assez importante quand on parle d'IA. Alors peut-être toujours repartir avec des chiffres clés. Une requête Google, c'est 0,2 grammes de CO2. Un prompt ChatGPT, c'est 2 grammes de CO2. Et si on rentre dans les détails, c'est un prompt à 400 tokens. Autant vous dire que c'est une petite demande. C'est un x10. Et c'est sur ChatGPT avec 35 milliards de paramètres, ce qui ne sont pas les systèmes les plus avancés. Okay. Aujourd'hui, quand on va utiliser une IA générative, autour de 400-500 milliards de paramètres, on va monter très rapidement à du 60-70 grammes en équivalent CO2. Ce qui est
Donc là, on est à 140 fois une requête Google. Donc quand on fait une recherche d'information, c'est peut-être pas la priorité de faire ça. Et alors, on pourrait avoir une approche éthique en disant ouais, c'est pas bien de polluer la planète, ce qui est assez consensuel, disons. Mais d'un point de vue métier, on peut le regarder aussi autrement. C'est-à-dire que le fait d'avoir besoin d'énergie, ça coûte cher. Et donc aujourd'hui, les systèmes d'IA, ils sont complètement sous-cotés. À un moment, il va falloir que quelqu'un paye, ou que quelques-uns payent. Donc il y a un impact très fort entre cet impact environnemental et comment on va l'intégrer dans le métier. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, c'est plutôt autour de la souveraineté. Et la souveraineté, ça peut se jouer au niveau national, au niveau européen, mais également au niveau, on parle derrière de souveraineté, on parle d'indépendance, donc au niveau des entreprises. C'est des sujets qui sont absolument essentiels, c'est-à-dire que quand on se lance dans une transformation avec de l'IA, qu'on doit former des collaborateurs, on doit installer des systèmes, on doit faire des expérimentations, puis des POC, puis passage à l'échelle, en fait, il faut qu'on maîtrise ce qu'on fait. Et qu'on maîtrise, c'est-à-dire que a priori pas de réversibilité, donc on veut être à peu près sûr dans les entreprises avec lesquelles on va travailler, et on veut être sûr également que les données, nos données sensibles, elles partent pas. Voilà. Et donc finalement, ce qui est aussi quelque chose qui peut être de nature éthique au sens individuel du terme, c'est aussi quelque chose qui va résonner au sens collectif, que ce soit pour une entreprise ou une institution. Et peut-être le dernier point que je voudrais développer par rapport à l'éthique, c'est qu'on parle des métiers. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de questionnements sur l'impact de l'IA, c'est-à-dire, je veux dire, on peut être à peu près clair, quoi. Est-ce que ce métier va disparaître demain, ou alors quelle partie de ce métier? Ce serait une question un peu plus raisonnable. Ça, c'est des questions que tout le monde se pose au niveau individuel. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une peur parce que peut-être on ne sait pas comment intégrer la transformation, mais même d'un point de vue individuel, comment on va utiliser ça, pourquoi on va utiliser ça, à quel moment on va utiliser ça. Et la confiance dans la technologie, c'est une des bases premières de l'adoption. Donc, la notion d'éthique, la notion de confiance, la notion de fiabilité dans les systèmes qu'on va utiliser, en fait, ça va principalement permettre l'adoption. C'est-à-dire que, à part un enfant de seconde qui a vraiment un devoir d'histoire-géographie à rendre pour le lendemain matin et qu'il est 22h, la plupart des gens s'intéressent quand même à ce qu'ils vont utiliser, pourquoi et quel impact ça a. Donc, confiance, c'est de l'adoption, et de l'adoption, c'est de façon générale dans les entreprises ou dans la société. Donc, vous voyez, cette table ronde, cette première thématique, de l'éthique des systèmes à l'éthique du travail, les choses sont jamais décorrélées. Jamais. Donc, il y a vraiment cette idée d'avoir toujours ça en tête sur l'impact, qu'il soit écologique, qu'il soit financier, sur la souveraineté, sur les données. C'est de ça dont on va parler quand on parle d'IA. J'ai fait un petit focus IA générative. Il n'y a pas que ça. Pour le coup, il y a beaucoup d'autres IA. Bon, ça, après, ça dépend énormément des transversales métiers. Voilà, pour cet aspect-là. Merci Frédéric. Donc effectivement, je pense que comme vous avez pu le noter, l'IA a un impact non neutre d'un point de vue énergétique, mais à côté de cela, il y a effectivement des notions de confiance, d'éthique, on en a parlé, de sécurité, de souveraineté auxquelles qu'il faut intégrer dans le cadre d'une transformation. Pour aller plus loin, je vais donner la parole à François, pour qu'il nous donne sa vision de ce que l'IA change, du coup, par rapport à ce qu'on vient de dire dans le cadre de la transformation des métiers, ce que l'IA change dans notre façon de penser, de décider et de travailler. Ouais, merci Karine. Vous m'entendez là? Oui. On n'a pas de retour. Donc, bonjour à tous. Alors effectivement, moi, ce qui me passionne dans les transformations, c'est le volet humain. Et en fait, Frédéric parlait à juste titre de différentes formes d'IA. Ce qui est particulièrement caractéristique avec l'IA générative, c'est sa facilité d'adoption et d'accès, ce que vous n'aviez pas avant. Et alors, bon, c'est à grand pouvoir, grande responsabilité, ce qui fait que, en fait, on a des impacts en accéléré en fait dans la transformation des entreprises qui ne se sont pas fait sentir avant avec les IA. Et moi, il y a deux choses qui m'intéressent sur le volet humain, c'est comment ça change notre schéma cognitif, donc comment finalement on doit désapprendre pour apprendre,
Frédéric le disait tout à l'heure, il faut tous qu'on apprenne, mais alors là, c'est plus que vital. Et puis après, il y a un autre questionnement qui va se poser dans l'entreprise, finalement, et plus largement dans la société, mais on va rester dans l'entreprise ce soir, si vous voulez bien. C'est quelle valeur on va donner au travail demain. Donc en fait, vous avez des chercheurs sur le premier sujet de manière de penser, de schéma cognitif, qui déposent déjà des alertes sur... on a un déport de charge mentale, pour prendre leurs termes. Vous savez que c'est quand même très facile de demander à ChatGPT le devoir de géographie ou je ne sais quoi, et donc de plus en plus de tâches intellectuelles. Donc tout ce qu'on faisait avant, mémoriser, former, synthétiser et d'autres, en fait, on les déporte sur des systèmes d'IA, et ça réduit notre effort, et donc en fait, ça déplace aussi notre travail de réflexion. Alors vous avez d'autres études aussi pour montrer comment on a une atrophie cognitive. C'est pas moi qui le dis, c'est mesuré, c'est scientifiquement mesuré. Il y a des gens qui ont fait des trucs avec des IRM, on vous passera les détails. Ce qui fait qu'à force de déléguer, on se débranche. En fait, on perd non pas des neurones, enfin, ne faites pas dire ce qui n'existe pas, mais on finit par affaiblir nos capacités de réflexion. Et en fait, il y a une dernière chose, alors qui amplifie l'IA générative, mais qu'on a déjà à travers les réseaux sociaux ou des services en fait dans lesquels sont embarqués l'IA. On a un biais de confiance dans les systèmes automatiques. Alors, moi, j'en suis la première victime. J'ai un sens de l'orientation désastreux, donc j'adore Google Maps, mais je me retrouve parfois à suivre un trajet. Je pense que je suis pas le seul à qui c'est arrivé. Je suis un trajet finalement en fait qui est débile en fait. Quand je le regarde après, je me dis mais pourquoi il m'a fait passer par là? Donc j'ai eu une confiance aveugle dans l'IA, alors que finalement en fait avec une carte que j'ai de plus en plus de mal à utiliser, en fait, finalement, je perds quand même des capacités. Donc, c'est juste pour vous montrer que ça date pas d'hier, mais que l'IA générative est en train d'amplifier ça. Alors, en gros, en fait, l'IA nous n'enlève pas notre cerveau, mais finalement, nous donne de très bonnes raisons de le laisser au placard ou de le laisser un peu se reposer. Alors, moi, j'aime bien la philosophie. De temps en temps, j'adore Charles Pépin. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a fait un livre que je vous recommande sur la confiance. Et dans un chapitre, il explique la différence entre le choix et la décision. Pour faire court, la décision, c'est continuer à accepter un risque. Et le sujet avec l'IA générative qui amplifie ce qu'on avait déjà sur les réseaux sociaux, c'est notre capacité finalement à encore décider. On va vers plutôt une espèce d'ère de choix optimisé. Alors vous avez le choix entre A et B ou C. On vous pèse bien tous les inconvénients, vous prenez zéro risque, donc vous perdez votre capacité de décision. Et finalement, ça pose une question dans l'entreprise, mais déjà même aussi individuellement. C'est qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser à l'IA et qu'est-ce que vous vous interdisez de laisser pour justement établir des frontières qui, pour l'instant, dans ce qui existe comme usage dans l'IA, n'est pas forcément... il n'y a pas d'alerte particulière, en fait. Mais ça va s'accélérer. Enfin, faut prendre une échelle d'entreprise, 5-10 ans, c'est demain. C'est ce qui est en train d'arriver. Et donc, en fait, la question, c'est qu'est-ce que vous allez accepter de déléguer à l'IA? Et voilà, vous allez dire, la barrière, là, c'est non. Et donc, on va arriver sur la valeur du travail. La valeur du travail, comment on la mesure? C'est moi qui produis. Avant, je produisais mon rapport, je faisais mon tableur Excel, je faisais ma présentation. Voilà. Mais tout ça, en fait, en ce moment, on le délègue. Enfin, je pense que vous voyez des IA tous les jours. Il y en a encore une qui est arrivée aujourd'hui, d'Anthropic, Interviewer, qui vous permet en fait de faire des enquêtes auprès d'usagers de bout en bout. Il vous prépare tout. Alors, il n'y a plus rien à faire, quoi, en fait, à part peut-être faire la presse et quelques claquettes à la fin. Bon, je sais que c'est un raccourci, mais en attendant, c'est quand même la tendance qui se dessine. Donc, qu'est-ce que l'humain va faire dans le travail? Aujourd'hui, quand on est plombier ou quand on est menuisier, il y a du concret. Demain, dans les activités des cols blancs, comme on les appelle, c'est comment on va définir cette valeur, finalement, si on n'est plus sur la production qui est donnée aux IA. Et donc, en fait, la question, c'est plus de se demander, finalement, si vous allez travailler avec l'IA. Je pense qu'il n'y a pas grand monde autour de la table, enfin dans l'audience, qui se dit l'IA, c'est même pas pour nous. C'est plus comment vous allez y travailler et comment finalement vous allez accepter l'hybridation IA humain dans votre entreprise. Comment vous vous y préparez? Une fois de plus, à l'échelle d'une entreprise, 5-10 ans, c'est rien. Et une entreprise change parce que les gens individuellement changent. Donc ça, c'est ce que vous disiez, Pierre-Frédéric. Chacun a une responsabilité pour se former. Et donc, comment vous allez vous organiser demain? Comment vous allez finalement instaurer un nouveau régime de pensée? Je vous parlais en introduction de désapprendre pour apprendre. Le schéma cognitif, il nous concerne tous. Et donc, tout le monde
individuellement à ça à faire pour que l'entreprise, après, puisse embrasser un changement qui sera plus collectif et collaboratif. Et après, pour terminer, vous avez un vrai sujet, en fait, finalement, de contrat de travail avec l'intelligence artificielle. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est où est-ce que vous dites stop, où est-ce que, finalement, vous la laissez faire. Je vais juste vous prendre un exemple pour terminer. Je pense que je peux encore. Vous avez peut-être entendu d'Air Canada, je crois que ça date de 2024 ou 2023, avec son chatbot c'est pour aider les passagers dans sa compagnie aérienne. Le chatbot, à un moment, il a dit à un passager « Ah, il y a une super promo », le passager a acheté le billet, pas de bol, en fait, l'IA s'est trompée. Quand l'usager a porté plainte, la réaction de l'entreprise, ça a été de dire, la première, « Ah non, c'est pas nous, c'est le chatbot ». Bon, vous imaginez ce que les tribunaux ont dit, ils se sont fait baffer, et puis on leur a dit « Non, c'est vous qui êtes responsable du chatbot ». A priori, l'intelligence artificielle, même si elle paraît très intelligente, elle fait ce qu'on lui demande de faire. Donc en fait, demain, finalement, il faut que vous soyez capable de gérer ces risques individuellement et après collectivement. Donc en clair, commencez maintenant. Merci François. Donc, je pense que comme vous avez pu le retenir, l'IA transforme de toute façon nos manières de penser et de travailler. Et là, on va rentrer dans la deuxième table ronde qui est focus, qui se concentre sur l'humain. Et avant, en fait, on aimerait bien faire un petit sondage, peut-être juste en levant la main, en lien avec ce que François vient de dire, qui est pour l'IA et qui est contre l'IA. Donc, on va d'abord poser la question qui est pour l'IA. Il suffit de lever la main. Ah, intéressant. Ok. Et contre. Ah, quand même, voilà. Donc, merci pour ceux qui ont levé la main aussi. Voilà, ça nous donne, ça donne une vision de ce qui se passe aussi en société et dans nos entreprises. Donc, c'est important. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est se plonger dans comment accompagne-t-on concrètement les humains dans ce changement. Et donc, la première question qu'on va poser à Martin, c'est quand on parle de transformation IA, de quoi parle-t-on vraiment et qu'est-ce qui change vraiment? Merci Karine. Au départ, la question qu'on voulait vous poser, c'est est-ce que vous laisseriez votre enfant de 14 ans utiliser librement l'IA? Et je trouvais cette question intéressante. Et en fait, moi qui utilise l'IA tous les jours, je me dis, là j'ai un enfant de 5 ans à la maison, plus tard il découvre l'IA et plus tard il apprend des choses via des bouquins, plus je suis content. Mais en même temps, tous les jours dans mon travail, j'utilise l'IA. Tous les jours, j'essaye des choses. Tous les jours, comme je suis curieux, j'essaye des choses. Il y a des trucs qui marchent et des trucs qui marchent pas. Et voilà, c'est la beauté de la chose. En fait, je crois que ce qui est intéressant, c'est que l'IA existe depuis très 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 longtemps, d'accord. Depuis qu'est-ce qui est passé en classe de 6e là? Voilà, vous êtes tous passés en classe de 6e, donc vous avez tous fait des régressions, vous avez tous fait du machine learning de base. Donc en fait, l'IA est belle depuis super longtemps. Là où il y a grande innovation, c'est que en fait, depuis 3 ans, on a le ChatGPT, le LLM qui est là, qui est la première fois où on peut interagir avec une machine et lui parler. On a l'impression d'avoir de l'intelligence pure en face. En fait, on s'aperçoit que c'est pas vraiment de l'intelligence pure, hein, d'accord. Mais c'est là où, en effet, vous regardez tous les titres des journaux, ça parle que de ça. Dans l'entreprise, ça parle que de ça. Les chefs d'entreprise, ils disent tous, mais ça va nous sauver. Après, en fait, ça nous sauve pas tous dans tous les cas. Il y a plein de changements sur l'emploi, des jobs qui disparaissent. Mais comme auparavant, il y avait aussi des jobs qui disparaissent, des comptables qui faisaient des comptes hantés. Il y en a plus beaucoup qui en font aujourd'hui. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on est au milieu du maelstrom et on se dit, mais comment ça va évoluer? Et je pense qu'en fait, il y a un thème de transformation dans la société, d'accord? Et il y a un thème de transformation dans l'entreprise. Je vais parler un tout petit peu de la partie dans l'entreprise. Et après, je laisserai Myriam parler un peu de la partie enseignement. Mais dans l'entreprise, en effet, quelque part, moi, ce que je vois,
c'est que il y a pas mal d'entreprises qui ont mis en place un certain nombre de programmes de formation, qui ont mis en place leur propre LLM pour permettre aux entreprises de s'adapter. Mais en fait, la vision n'est pas encore très très claire de où est-ce qu'on va aller et à quel point ça va tout transformer. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est que quelque part, certaines entreprises font des programmes assez pragmatique, d'accord, elle s'est dit bon ok, le LLM, on arrête les bêtises, c'est d'abord du RAG, d'accord, c'est d'abord traiter du texte, donc je fais des trucs un peu simples et je signe pas forcément j'écris pas dans le sang des gains de productivité hallucinants en fait que je pourrais remonter à mes actionnaires, et il y en a d'autres qui sont plus offensives et dans ce cas-là, en effet, elles se disent on va gagner beaucoup. Et après, ça leur donne des bonnes excuses pour aussi faire des choses, même si les gains ne sont pas directement à l'IA. Donc, en effet, il y a cette grosse mutation et on se dit, comment ça va évoluer et on voit des pratiques encore assez différentes dans les entreprises, avec, je pense, quand même, je dirais, une responsabilité de l'entreprise très, très forte d'arriver à former les gens sur c'est quoi ces outils, qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est pas possible de faire, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça ne donne pas, et on en est encore au balbutiement, 1 an ou 2 ans où ces choses-là se mettent en place et en fait c'est vraiment important de donner la capacité aux équipes de se former, de découvrir ces outils-là et de voir à quel point ça fait évoluer leur métier. C'est aussi important de former tous les gens sur attention. Même si l'IA va pouvoir analyser plein de choses, même si l'IA va pouvoir donner plein d'idées, la capacité de choisir, c'est encore quelque chose qui est très très compliqué pour une IA, d'accord. Avoir un avis tranché sur un thème, c'est une chose. Souvent vous posez 2 questions de façon complètement différente, elle vous donne 2 réponses complètement différentes. Donc voilà, c'est vraiment important de passer du temps avec les employés et de faire en sorte qu'ils comprennent, ok, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce que ça va changer. Et que encore pour un certain nombre de temps, en effet, ils ont une place qui est super clé et qu'il y a tout un thème que chacun dans son poste arrive à trouver comment il a intérêt ou pas intérêt à utiliser l'IA. Donc c'est vraiment on est dans cette grande phase là qui est assez intéressante où en fait quelque part ce qu'il faut le plus inviter à faire l'employé, c'est d'être curieux pour essayer des choses là et voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Donc c'est ça qui est intéressant à ce stade là. Merci, je laisserai peut-être Myriam compléter. Oui, je peux compléter en partie ce que tu dis, Martin, merci. Et puis aussi ce que mes collègues ont dit auparavant. Donc, en effet, l'IA aujourd'hui, c'est une révolution plus en termes d'usage, parce que ça fait un moment que ça existe, mais c'est assez récent. Le fait qu'une personne lambda, elle puisse y avoir accès et proposer un certain nombre d'utilisations très variées et parfois spectaculaires pour ces personnes-là. Mais comme toute révolution, je pense que la meilleure position, c'est de faire avec aujourd'hui, comme quand il y a eu des révolutions, je sais pas, je pense à l'imprimerie, etc. Voilà, on peut pas aller à contresens de ce type de révolution. Et j'entends pas mal de peur chez différents publics. Je pense qu'il y a un certain nombre aussi d'entreprises qui jouent avec ça parce que les émotions font que on va ensuite avoir des actions et qui peuvent aussi générer pas mal de bénéfices. Donc, moi, j'ai envie qu'on prenne un autre point de vue, qu'on prenne le point de vue de l'opportunité, tout simplement, parce que oui, peut-être que ces IA génératives, elles vont faire qu'il y a un certain nombre de tâches qu'on va pouvoir sous-traiter, des tâches de bagnole, j'ai envie de dire, mais c'est aussi une opportunité pour nous pour avoir accès et nous concentrer sur des tâches plus haut niveau, plus intellectuelle, plus créative, où on a une valeur ajoutée, nous humains. Je pense qu'il ne faut pas se sous-estimer. On a beaucoup de choses à apporter dans nos différentes expertises. Et voilà, c'est ce point de vue-là que j'ai envie de voir et que j'aimerais que tout le monde saisisse. Et par la formation, c'est ce que nous on propose. Et au quotidien, on s'investit là-dedans en formant un certain nombre de publics, que ce soit nos élèves. Donc moi, je suis ancienne chercheuse en intelligence artificielle à Centrale Supélec, mais également avec la formation continue et les salariés de différentes entreprises. Donc voilà, ce que je pouvais dire sur ce qu'on a abordé jusqu'à présent.
Merci Myriam. En fait, je souhaite évoquer, il y a une étude récente du MIT qui dit que 95% des projets d'IA échouent en entreprise. Donc du coup, je trouve ça intéressant d'avoir votre point de vue sur ce sujet et ensuite de rebondir sur cette base-là. Pourquoi il vous paraît essentiel d'accompagner les usages? Ouais, je vais commencer par répondre. En fait, ce qui est bien ces jours-ci, c'est qu'il y a plein d'études croustillantes. Et moi qui adore les chiffres, j'adore. Et donc, il y a une étude du MIT qui dit 95% des projets plantent. Parce que je pense qu'aussi les gens comprennent pas les différents types d'IA, entre l'IA générative, l'IA plus statistique, vous n'avez pas du tout la même précision, d'accord? Et donc les gens se disent ah super, ça va tout faire. Je crois qu'il y a une autre étude, alors cette fois pareil, je citais une grande université, d'accord, de Columbia, qui disent mais en fait l'IA, on arrête, c'est juste une technologie comme une autre. On a eu l'électricité, on a eu la régression, ok, c'est juste une technologie comme une autre. On a eu le digital qui s'est complètement développé, qui s'est écrasé en 2001. Mais aujourd'hui, on utilise tous le digital, hein, d'accord. Donc, en effet, on est sur cette phase-là où on est en train de se dire c'est une technologie comme une autre. On arrive à trouver des pans qui sont à peu près stables et qui fonctionnent. Normalement, si pour répondre aux questions de, sur des domaines très clairs, ça commence à se stabiliser. Et on est vraiment dans cette phase-là où les gens, doucement, ils commencent à comprendre, que il y a des trucs qui vont marcher, des trucs qui vont pas marcher, et il faut le prendre comme une technologie comme une autre, qui va pas tout faire, hein, d'accord, qui va pas de chance, elle fera pas la vaisselle. Et ça, on est super triste pour ça, parce qu'on aurait bien aimé que ça fasse ça. Mais ça prend du temps d'arriver à comprendre vraiment ce que ça fait, ce que ça fait pas. D'autant plus que le truc paraît complètement magique. C'est la première fois qu'on fait le test de Turing comme ça et que ça marche et que voilà. Donc il y a un thème de ok, il faut arriver à comprendre même dans les boîtes de qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. Merci Martin. De rien. Du coup, sur ce que tu dis, sur ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, je pense qu'il y a deux angles. Le premier, il faut savoir que quand on crée une intelligence artificielle, on écrit des équations. Il y a un problème qu'on optimise, il y a des erreurs. Lorsqu'on fait de l'IA basée donnée, qui est l'une des IA les plus populaires aujourd'hui, à partir du moment où on écrit ces équations, on trahit la réalité. On trahit le phénomène qu'on est en train de modéliser. Donc, il y a ce type d'erreur-là. Et j'ai envie de dire, sur lequel on se challenge encore en tant que chercheur, mais qui est existant. Et puis ensuite, l'autre type d'erreur ou de marge que vous évoquez tous les deux, je pense qu'il relève plutôt de l'utilisation et du coup de ce que l'humain apporte quand il crée cette IA. Et là, c'est encore autre chose. C'est à nous de designer, d'être créatifs et de faire des choses qui répondent à nos attentes. Merci Myriam, et je pense que ça fait bien la transition avec la question qui suit, qui est de dire pourquoi est-il essentiel du coup d'accompagner les usages? Oui, pour moi, si on peut, pourquoi c'est super important d'accompagner les usages, c'est une histoire de prendre ou de comprendre. Vous pouvez pas savoir le nombre de fois où je me suis fait blouser par l'IA, où j'ai demandé de revoir un doc et que j'ai pas assez relu et je me suis fait talquer après en le présentant. En fait, ça m'est arrivé une fois ou deux et depuis, je l'utilise de moins en moins et je suis de plus en plus confiant de moins en moins l'utiliser. Mais en fait, il y a un vrai thème de savoir quand vous avez un résultat d'une IA et notamment une IA générative, est-ce que vous êtes dans une posture où vous allez prendre ça, ou vous êtes dans une posture où ça va vous aider à comprendre quelque chose. Et en fait, dans plein de boulots intellectuels, en fait, vous avez ce trade-off à faire. Peut-être que des fois, en effet, le truc n'est pas super important, c'est la 12e annexe, c'est le truc que vous connaissez par cœur, et en effet, il y a plein peut-être de jobs où, en effet, où c'est de la reformulation, où, en fin de compte, et vous savez que vous êtes dans des domaines relativement stables, etc. Vous pouvez être dans une posture où vous allez prendre la chose. Il y a des statistiques qui vous disent le nombre de messages postés sur Internet et sur LinkedIn, la part de l'IA est hallucinante. Et en même temps, si vous écrivez une grosse
bousasse, c'est pas grave parce que ça vous fera au contraire encore plus de personnes qui vont dire c'est vachement bien, ça bouge, vous allez créer de la dissonance, voilà. Mais il y a un vrai thème pour que, en effet, de former les gens pour arriver à savoir mais comment ils interagissent par rapport à cette machine. Est-ce que c'est une logique de ok, tu prends, tu réfléchis pas parce que bon, de toute façon c'est pas trop important ou autre ou plein de raisons ou voilà, ou est-ce qu'au contraire tu l'utilises pour comprendre des choses et faire avancer quelque chose, et il y a ce vrai thème là qui est à mon avis important. Après il y a tous les classiques, les problèmes de biais, les problèmes de qui l'a programmé, ah ouais tiens c'est que des gars dans la Silicon Valley, ok, est-ce que ouais. Donc il y a plein de choses qu'il faut accompagner pour faire en sorte, un peu en lien avec ce qui était dit au tout début, d'avoir une utilisation un peu éthique de ce truc-là et être sûr que on se retrouve pas comme en effet avec des réponses de chatbot qui font que d'un seul coup tout le monde a un billet gratuit pour aller à Toronto, quoi. Au niveau de l'accompagnement, peut-être qu'on peut envisager plusieurs volets parce que du coup accompagner qui, il y a différents publics. Mais avant ça, de façon transverse, je pense que j'ai envie de rebondir sur une chose que tu disais vis-à-vis du biais. C'est vrai que la plupart de ces intelligences artificielles fondées sur les données, elles utilisent des données qui font que à l'intérieur, il y a déjà des biais. Nos biais à nous humains, par biais, j'entends biais cognitif. Biais cognitif, si je devais décrire ça en quelques mots, ce serait ce qu'on fait un peu tous les jours. On a besoin de prendre des décisions assez rapides et du coup, on va faire des raccourcis, des corrélations pour raisonner rapidement. Bon, ces intelligences artificielles, elles font exactement la même chose, sauf que si on forme pas les gens, si on les sensibilise pas à ce type de fonctionnement-là, peut-être qu'elles peuvent être utilisées de façon plus risquée, moins éthique, moins responsable. Donc nous, on s'investit là-dedans. Du coup, en termes de public, moi, je suis confrontée au public des étudiants de Centrale Supélec, des élèves, et puis aussi du coup des salariés via la formation inter et intra de l'EXED. Et du coup, on essaie de faire passer ces messages-là, on essaie de démystifier, on essaie de montrer aux gens ce qu'il y a sous le capot. Voilà, mettre un peu les mains dans le cambouis pour comprendre ce qu'il y a sous le capot et du coup être plus acteur, plus maître de l'utilisation de ces IA afin d'en avoir une utilisation un peu plus vigilante, j'ai envie de dire. Mais en dehors de ce volet-là, moi j'ai aussi la casquette du coup de chercheuse, donc je conçois aussi des IA. Et à ce niveau-là, dans le cadre de mes projets de recherche, je m'investis aussi dans la conception d'IA qui vont me permettre d'apporter justement plus de transparence, j'appelle ça des boîtes grises, et armer du coup les gens qui vont les utiliser pour prendre des décisions, pour palper un petit peu ce qui se passe à l'intérieur et être capable de prendre des décisions de façon la plus responsable possible. Donc il y a aussi le type de population chercheurs et experts avec lesquels on travaille, où on peut leur faire toucher du doigt tout ça et leur faire manipuler très rapidement ce type d'IA-là. Et puis, je sais pas, on avait évoqué peut-être aussi d'autres publics, Martin, je sais pas si tu te souviens. Les étudiants, la population lambda. Ah oui, tu as parlé d'entreprise. Je sais pas s'il y a besoin que je complète sur ce que tu as dit. Je te laisse. Oui, j'adore. Ouais, il y a un thème de stratégie d'entreprise. En fait, ce qui est rigolo, c'est que très souvent, alors ça m'est arrivé une fois, c'est on sort d'une formation en entreprise et les gars nous disent « Waouh, c'est la meilleure formation qu'on ait jamais eue. » Moi, j'étais là, mais je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'était rigolo parce que le gars nous a dit « Mais c'est la meilleure formation parce que pour une fois, vous nous avez pas dit qu'avec l'IA, on allait pouvoir tout sauver dans la boîte et faire du moins 30% de réduction de coûts. » Et j'ai trouvé ça assez intéressant, d'accord? Je pense qu'on est quand même à on voit bien que c'est des technologies où en effet vous utilisez n'importe quelle échelle de TRL ou de mesure de maturité de la technologie sur la partie agent, sur tout ça, où il dit waouh, c'est pas complètement stable, d'accord? Et donc ça va prendre un peu de temps pour arriver à se stabiliser. Vous pouvez trouver des cas d'usage sur des sous-bouts qui sont intéressants, mais ok, vous n'allez pas pouvoir gagner 30% sur la base de coûts en 2 ans, hein, d'accord? Et c'est rigolo parce qu'on est vraiment à cette époque-là où
Ok, vous regardez Nvidia, première capitalisation, tout plein d'argent, des data centers avec des budgets dans tous les sens. Tout le monde y croit vraiment. Et en même temps, les financiers qui disent, mais ok, on voit pas vraiment les gains par rapport à ça. Donc, quelque part, dans les entreprises, arriver à faire comprendre que, ok, t'as pas tout de suite la machine qui va tout résoudre, mais si tu comprends un peu mieux les différentes technologies qu'il y a derrière, ce que j'expliquais tout à l'heure, l'aspect IA générative, IA statistique, IA symbolique, règle de 3, d'accord, il y a peut-être des trucs que tu peux arriver à faire de façon simple, d'accord, et en tous les cas, comme tu comprendras un peu mieux ce qu'il y a sous le capot, tu vas peut-être trouver la bonne solution à tes différents problèmes. Donc voilà, passer un peu de temps avec les gens dans les entreprises pour expliquer ce qu'il y a derrière, parce que très souvent, en effet, on est vraiment des réactions où les gens disent mon patron a dit moins 30%, moi je sais pas quoi faire, mais en tous les cas, passer du temps à montrer ce qu'il y a, à montrer les technologies qu'il y a, ce qu'elles veulent dire, c'est vraiment important, quoi. Merci Martin et Myriam. Et avant-dernière petite question pour aller plus loin. Je pense que pour aller plus loin du coup sur un usage efficace, comme vous l'avez dit, et aussi responsable, d'après vous, je vais poser 2 questions en une, attention. Quelle priorité pour maintenir autonomie et esprit critique, et ensuite 3 leviers concrets pour justement garder human in the loop, l'humain au centre. 3. Il fonctionne? Non. Si, ok, super. Tu peux rappeler, Karine, ce que tu as dit? Évidemment. Quelle priorité pour maintenir autonomie et esprit critique dans le cas d'une utilisation efficace et responsable? Et 3 leviers concrets pour garder l'humain au centre. Je vais pas complètement répondre à la question, mais c'est pas grave, en partie, puis Martin, tu pourras compléter. En termes de levier, déjà, je pense qu'une utilisation intéressante et avec un esprit critique, c'est par exemple lorsque vous faites une requête sur une IA générative, peut-être pas demander une seule réponse, mais en demander 5 différentes, les lire et puis réfléchir, laquelle me correspond, laquelle j'ai envie de compléter. Voilà, un certain nombre de façons d'utiliser où on est plus acteur et où on utilise plus son esprit critique. Ensuite, l'humain dans la loupe, etc. Moi, j'ai envie de dire la formation et l'acculturation. Du coup, j'ai l'impression qu'on se répète. mais oui, tous les publics, je pense à partir du moment où ils sont formés et qui deviennent un peu plus armés et qu'on leur donne la main, ça devrait a priori bien se passer. Voilà. Et alors, moi j'ai trouvé 3 leviers. Je me dis, ça c'est le premier assez proche de Myriam, c'est essayer. D'accord. À chaque fois, vous avez des nouveaux outils qui apparaissent. Ok, essayez-les. Est-ce que le nouveau ChatGPT, est-ce qu'il est vraiment mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est un effet waouh ou est-ce que c'est autre chose derrière? D'accord. Et les comparer, il y a des sites LM6 qui permettent de comparer des réponses. Et c'est vachement bien de regarder les différentes réponses parce que ça vous permet de voir à quel point le biais est important ou pas des différentes personnes. Le deuxième point, c'est dans la logique IA prendre ou IA pour comprendre. Moi, je suis impressionné parce que je trouve que les gens qui font de la meilleure utilisation de l'IA, c'est pour comprendre ou se former. D'accord. Je vois de plus en plus. Des fois, vous disiez les statistiques, c'est un peu angoissant parce que tu as l'impression que l'IA, ça devient quoi. La première utilisation de l'IA, de ChatGPT, c'est le compagnon de tous les jours dans lequel tu lui racontes tout, comment faire bouillir faire les pâtes, et puis si tu as un problème avec ton chien, ta petite copine. Et donc, tu as un vrai problème éthique de se dire, mais ok, tu as des gens qui sont au courant de tout ça, est-ce que c'est bien ou pas? Donc voilà. Mais je mets ça de côté. Mais je pense que avoir une utilisation de ce truc-là où tu fais en sorte que les gens l'utilisent pour comprendre des choses, pour dire ok, j'ai ça comme contenu, aide-moi à me former,
ou aide-moi à avoir un discours hyper percutant avec mon patron, et même répéter, être sur une logique qu'on va utiliser, même chacun peut utiliser l'IA pour se former. Je ne sais pas si vous avez vu le cours de Duolingo est en train de descendre doucement parce qu'ils disent qu'ils vont se faire remplacer par ces trucs-là. Mais l'IA pour se former, je pense que c'est une super bonne utilisation, d'accord. Et le troisième point où là en fait c'est creuser derrière, d'accord. Et vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'aime bien Perplexity parce qu'il te donne les sources, d'accord. Et en fait, moi, ce que je fais de plus en plus, c'est quoi? Ce que j'ai toujours fait, c'est aller voir les sources pour voir ce qu'il y a derrière. Là, le truc qui m'angoisse un tout petit peu, c'est que la taille de l'affichage des sources sur Perplexity est en train de se réduire. D'accord? Avant, ça faisait un gros bout de l'écran, il te disait mes sources, c'est ça, tu pouvais y aller direct. Maintenant, il faut que tu cliques, tu fasses gaffe pour y aller. Mais en tous les cas, je pense que c'est super important pour garder son esprit critique, de toujours retourner à « mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi tu me sors ce truc-là » Parce que le nombre de fois où, en effet, à la même question posée différemment, il te donne deux résultats différents, en fait, c'est hyper important de retourner toujours aux sources pour comprendre le truc derrière. Voilà, c'était les 3 conseils. Tu me fais penser à un truc, Martin. Vous pouvez vous amuser à demander à une IA générative de vous démontrer que 1 + 1 = 3. Elle y arrivera. Hein. Alors, ce ne sera pas logique. Donc voilà, c'est super important de rester... Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que je pense que là où elle est super forte, l'IA générative, c'est qu'elle joue sur la flatterie. Elle est super forte pour ça, d'accord. C'est une forme d'addiction. Elle joue de la flatterie. Il y avait un article dans le journal qui parlait d'une autre personne qui parlait de la flatterie, qui utilisait beaucoup la flatterie. C'est Donald Trump. Mais lui, c'est une fois la flatterie, une fois l'humiliation, d'accord. Et donc, je pense que voilà, vous pouvez aussi vous amuser avec elle, la maltraiter, voir comment elle se comporte, pour que, en fait, vous ayez une véritable idée de c'est quoi derrière. Parce que le piège de la vanité et de la flatterie, putain, ça c'est hyper dangereux, quoi. Pardon. Moi, je voulais juste rajouter une chose par rapport à ça. En fait, soyez subversifs. J'ai beaucoup aimé l'exemple de Martin, là, en fait, sur la taille de la police Perplexity qui diminue. Bah, hop, vous allez sur un autre outil qui s'appelle Notebook et maintenant qui vous propose d'aller chercher des sources. Donc la subversivité, c'est déjà en fait de ne pas vous marier avec une IA générative. Voilà, allez voir d'autres choses et c'est une hygiène de vie finalement. L'autre chose, en fait, aussi, c'est tordez le modèle. Bon, on va pas vous expliquer tout, mais vous avez des brillants chercheurs, vous pourrez parler avec eux autour d'un verre après. Le modèle, il est bien formaté avec ce qu'on appelle le prompt system auquel vous n'avez pas accès. Je crois que celui de ChatGPT, c'est 20 ou 25 pages. Donc il y a des instructions qui interdisent ou qui autorisent plein de choses. Mais vous pouvez aussi quand même tordre ce modèle-là, donc en étant un peu plus subversif et en l'obligeant à arrêter de vous faire de l'eau tiède, en étant vraiment cash. Et là, à ce moment-là, le sparring partner dont parlaient Martin et Myriam devient vraiment très très utile. C'est pas juste un perroquet, voilà. Merci François. Donc, comme on a pu l'entendre, accompagner les humains, c'est essentiel, évidemment. Donc, mais comment repenser en profondeur l'entreprise elle-même, son architecture, ses données, sa gouvernance? Ça va être la 3e table ronde. Mais avant d'y aller, je voulais peut-être laisser place aux questions, si vous en avez quelques-unes avant qu'on ne rentre dans la 3e table ronde. Bonsoir, merci. Une question concernant l'utilisation du cerveau. C'est une inquiétude qu'on a tous. Est-ce qu'on va déléguer les choses à l'IA et devenir finalement plus bête? Pour ce qui me concerne, et c'est à mi-chemin entre un témoignage et une question sur laquelle je voudrais vous faire réagir, j'ai pas du tout ce sentiment-là. J'ai le sentiment au contraire d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, de me poser bien davantage de questions, d'apprendre, comme vous l'avez dit. Certes, je fais parfois traduire, mais je continue à composer mes mails. Et à ce stade, et après 1 an ou 2 ans d'utilisation intensive, j'ai pas du tout le sentiment de régresser mentalement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors c'est assez individu dépendant puisque il y a quand même pas mal d'études qui commencent à sortir. Alors ça concerne principalement les gens qui sont en apprentissage et plutôt les enfants, mais que il y a une petite dégénérescence dans le fait,
mais parce que vous l'utilisez pas comme un enfant, probablement. C'est-à-dire que vous l'utilisez comme un sparring partner. Et c'est pas du tout pareil, parce que là, en fait, c'est le principe, je veux dire, on peut jouer aux échecs toute la journée. Justement, on va s'améliorer. Donc, il y a l'effet d'entraînement et de bonne utilisation. Ça, c'est le premier point. Après, il n'y a pas de retour sur l'IA générative. Il y a un retour sur les correcteurs orthographiques qui ont donc plus de 20 ans. Aujourd'hui, le niveau d'orthographe pour des gens qui sont à 25 ans a drastiquement chuté. Alors qu'on pensait que le correcteur orthographique, il allait faire quoi? Il allait accompagner et sur la partie vocabulaire et sur la partie grammaticale, et que le fait de voir qu'on se trompait, puisqu'on était corrigé par un correcteur orthographique, ça permettrait d'acquérir plus rapidement des compétences. C'est complètement faux, ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que à un moment, il faut travailler et apprendre. Et ce que vous décrivez, c'est plus du travail. Et donc, effectivement, faire travailler son esprit, quoi qu'il arrive, c'est bon. La question, c'est au niveau de la société, comment l'IA va être utilisée. Et là, pour le moment, il n'y a pas de réponse très fermée, mais sur les précédentes révolutions, notamment dans le numérique, oui, c'est pas hyper positif. Donc il y a peut-être quelque chose à inverser sur l'IA, et notamment sur la partie formation, ce qu'il n'y a pas eu pour le numérique. Il y a une énorme fracture numérique, et donc ça a été utilisé comme une béquille, pas comme une perche de saut en hauteur. C'est pas tout à fait la même taille, mais avec une, on peut monter assez haut. Avec l'autre, c'est vachement plus dur. Alors moi, je vais compléter ce qu'a dit Frédéric. On parle beaucoup d'IA générative pour reprendre notre exemple, mais avant ça, regardez les effets que fait TikTok ou Instagram sur des jeunes qui passent leur temps à scroller, et pas que des jeunes. Le digital ou le AI native, c'est pas uniquement junior, senior, c'est fini ce clivage-là. Donc en fait, on a déjà ce problème-là en fait dans la société. Et après, moi, j'utilise Instagram, j'ai pas l'impression de passer mon temps à scroller. Je m'informe, je trouve des recettes de cuisine, de sport ou je sais pas quoi, mais j'y passe pas 12 heures par jour. Donc c'est toujours l'usage de l'outil qui fait qu'en fait finalement vous en avez l'effet positif ou négatif. Moi personnellement, je suis plus comme vous. J'ai plutôt l'impression de me prendre 10 points de QI quand je tords le modèle et qu'en fait il me sort des choses auxquelles j'aurais jamais pensé parce que je lui ai demandé d'être subversif ou de me challenger. Donc après, c'est la posture que vous aurez vis-à-vis de l'outil qui va faire que ça sera à gauche ou à droite, si on doit être manichéen. Merci François. Peut-être une autre question. Et ouais, juste pour confirmer dessus, l'IA va être assez bon pour trouver des idées. Pour prendre une décision, super compliqué. Et je pense que c'est le thème de à quel point tout le monde est bien avec un mode d'utilisation. Moi, c'est marrant, vous dites de plus en plus et vous avez l'impression de progresser. Et moi, c'est marrant, je teste plein de choses et en fin de compte, je n'utilise que des sous-cas hyper précis, quoi. Et c'est à chacun de trouver son équilibre, quoi. Bonsoir. Je ne sais pas. Ça marche? Bonsoir. J'ai deux questions. La première sur, vous évoquiez l'impact énergétique. Est-ce que l'IA Act évoque cet aspect-là sur une régulation pour les fabricants et ceux qui génèrent des algorithmes d'IA afin de réduire éventuellement l'impact énergétique? Et ma deuxième question est, quelle est la différence entre un biais algorithmique et une hallucination? Le premier, non, c'est pas évoqué parce que notamment au tout début des discussions à la Commission européenne, les différents acteurs et providers de modèles, en fait, ils n'ont pas le même impact écologique. C'est-à-dire que le modèle de ChatGPT et le modèle de Mistral, c'est pas le même. Structurellement, c'est pas le même. D'un côté, il y a une mixture of experts, donc plutôt un mélange de petits modèles qui fonctionnent entre eux. De l'autre côté, il y a un énorme modèle. Donc déjà, entre les deux modèles, les deux sont des pourvoyeurs de modèles. Il y en a un qui est plus utilisé que l'autre, m'est avis. Mais donc non, ça n'a pas été évoqué. En plus, sur l'AI Act, c'est encore les balbutiements, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que ça s'appuie sur pas mal d'autres choses. Alors, je connais pas toute pour le coup, législation européenne sur l'environnement, mais sur la partie données, par exemple, ça s'appuie beaucoup sur du RGPD encore. Donc, il y a vraiment des débuts. La régulation, elle est beaucoup sur la donnée. La donnée utilisée à l'apprentissage comme à l'inférence. Mais il n'y a pas de... C'est compliqué. Et la question de l'impact énergétique, donc les chiffres que j'ai donnés, c'est des chiffres à l'inférence. Il faut voir que ça reste encore des travaux de recherche académique, d'être capable de mesurer
complètement la chaîne en termes d'impact, parce que la chaîne, c'est la construction des serveurs de calcul, mais également des data centers, donc ça veut dire les matériaux qui sont utilisés, la durée de vie de ces choses-là, le stockage de données. Martin a parlé de RAG, par exemple, quand on veut contextualiser des IA, il y a des données qui sont stockées. Donc la chaîne complète, en fait, c'est vraiment très très dur d'impacter. On peut le regarder au global, et au global, le numérique s'envole. Quand on regarde dans le détail, par exemple, la part qui s'envole vraiment, c'est les data centers. Parce qu'on génère de la donnée, parce que beaucoup de données numérisées pour pouvoir utiliser l'IA. Donc en fait, je pense que légiférer sur ces sujets, c'est très compliqué déjà. Déjà, à ce stade, c'est difficile, les AI Act. Laisse la deuxième question. Ouais, je vais juste compléter. Effectivement, je pense que aujourd'hui, les AI Act d'un côté, mais il y a aussi tout ce qui touche aux réglementations autour de l'ESG. Et dans ce cadre-là, il y a un cadre qui est aujourd'hui posé pour pouvoir justement mesurer l'utilisation de nos entreprises, de l'énergie de nos entreprises. Donc ça, on va dire que ce sera pas forcément vu, ou en tout cas l'utilisation de l'IA sera pas forcément vue de manière directe dans le cadre de l'AI Act, mais aujourd'hui on a des réglementations par ailleurs qui incitent à le mesurer, même si, comme Frédéric l'a souligné, ça reste assez compliqué et fait encore aujourd'hui l'objet de recherche. Voilà. Et donc, pour la deuxième question... Peut-être je vais faire très vite. Alors peut-être la question était un tout petit peu plus technique, mais donc Myriam a parlé du biais qui est dans les données. Donc c'est au moment de l'apprentissage. Alors pas faire de cours d'IA très rapidement sur l'IA générative et les LLM, mais il y a une partie d'apprentissage. Donc ça a énormément gros volume de données, ça génère les milliards de paramètres, et puis ensuite il y a l'inférence, c'est-à-dire c'est la réponse au prompt qui est fait. Ce sont des modèles probabilistes. C'est des modèles probabilistes, c'est-à-dire que ça génère une réponse. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle de source quand on veut contextualiser, mais ça génère une réponse. C'est probabiliste, ça veut dire qu'il y a de l'aléa. Donc là, il y a pas, c'est par construction les hallucinations qui ont été corrigées au fur et à mesure des versions, qui sont aussi réduites par les garde-fous, c'est-à-dire la dernière couche de construction d'un gros modèle de langue, c'est alors garde-fou, enfin je sais pas. Voilà, c'est des cadres, c'est-à-dire qu'entre l'IA de Musk, qui est une IA libertarienne, qui n'a pas de limite et donc qui peut dériver, et qui est là, c'est bien sur l'algorithme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limites qui sont proposées, donc elle peut devenir très facilement raciste, sexiste, mais c'est, je veux dire, apparemment le positionnement philosophique de la personne qui est derrière ça, ou versus ChatGPT qui est au contraire beaucoup plus moyen, et avec un cadre beaucoup plus marqué, où là, on va avoir plutôt un Moyen-Âge complet. Donc, l'hallucination est au tout début, donc là, on est en phase de décroissance des hallucinations, mais sur des questions simples. C'est-à-dire qu'au début, il y a de l'hallucination sur des questions très simples. Les modèles se sont quand même complexifiés fortement, ont augmenté en termes de paramètres, donc ça réduit la variabilité en termes de proba. Donc il y a moins d'hallucinations. Le biais algorithmique, il y a pas plein d'autres façons, mais là l'exemple que j'ai pris de Musk, c'est de dire voilà, il y a le parti pris de pas mettre de garde-fou, donc là ça va emmener. Je sais pas si c'était ces éléments. Alors, moi je vais juste rajouter sur les biais en fait. Les biais en fait c'est nous qui les introduisons. Je sais pas si quelqu'un dans l'audience sait dire combien il y a de biais cognitifs qui sont recensés en 2025. 188, bravo. Donc en fait, les biais en fait qu'on retrouve, comme vous en parlez, en fait finalement c'est nous qui les induisons par les données par lesquelles on nourrit les IA, mais par nos comportements, par les questions qu'on pose. Et en fait, c'est comme la cybersécurité. En fait, le problème majeur en fait dans les biais, c'est l'humain. Ce qui est plutôt rassurant d'ailleurs, parce que ça restera à la fin dans nos mains. Très bien, on pourrait prendre une dernière question avant la... Deux dernières questions.
Bonsoir. Petite question, c'est vrai qu'ici on est un petit peu entre sachants, si on est là en même temps sur ce thème de l'IA, c'est qu'on s'y est un petit peu intéressé. Moi je me pose surtout la question en société, notamment des parents, des grands-parents, de tout ce qu'ils peuvent voir aujourd'hui et qu'ils n'arrivent pas à identifier comme étant de l'IA générative. Nous on parle effectivement de se former, d'utiliser l'IA pour comprendre. Comment vous voyez justement cette évolution, notamment d'un point de vue de chercheur, et à votre avis, quelles seraient justement les choses qu'on pourrait suggérer d'un point de vue sociétal à ce niveau-là? Alors, moi, je vais répondre, mais je suis pas chercheur du tout. Je suis désolé. Mais des fois, je trouve. Non, je rigole. Non. Donc, je vais faire sur l'intelligence artificielle, je ferai la version artificielle de la réponse. Après, il y aura la réponse intelligente. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une chance avec la partie LLM pour toute la société, c'est que le truc est disponible directement. Il y a quelques années, tu voulais former à l'IA, il fallait que tu fasses du Python, tu avais mal à la tête direct. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de montrer ça aux personnes et de les faire réagir par rapport à ça. Après, elles accrochent ou pas. Après, tu peux le sensible, quoi. Moi, je fais plus des formations en entreprise, d'accord. Donc, tu peux leur montrer différents types d'IA, ce qui fonctionne ou pas. Et comme le truc est super disponible, tu peux tout à fait montrer un certain nombre de choses. Et c'est ça qui est plutôt le fait de pouvoir toucher vraiment ce truc-là, c'est quand même assez. C'est quand même assez sympa, quoi. Tu vois. Et je pense qu'il faut. C'est important d'utiliser ces modes de formation avec les différentes personnes comme ça. Je sais pas, la dernière fois, là, je montrais... moi, j'aime bien Notebook LM, parce qu'en effet, tu lui donnes des bases derrière. Et je lui ai demandé de faire un podcast pour mon fils sur le sous-marin Trieste. Donc, j'ai donné des pages Wikipédia, il a fait ça, quoi. Et parce que mon père, il aime bien faire des podcasts aussi pour mon fils. Donc, j'ai montré ça à mon père, et il a écouté, il se dit, ah ouais, super, bon, ok. Et puis, il a continué à faire ses propres podcasts à lui, quoi. Parce que tu peux montrer, et puis les gens, tu vois comment ils réagissent, s'ils veulent prendre l'outil ou pas, quoi. Et tu peux montrer si en effet, et pareil en entreprise, quoi. C'est vraiment important de démystifier, de montrer les choses et de forcer, de porter les trucs aux limites pour que les gens se disent, ah ouais, ça marche ou c'est merdique. Parce que pour l'instant, autant tu vois une équation ou un modèle statistique, tu peux dire la probabilité pour qu'il soit bon ou faux. Autant un LLM, pour arriver à trouver la probabilité pour que le résultat soit faux, tu sais même pas comment poser le test, tu vois. Donc le plus simple pour moi, c'est vraiment de faire expérimenter et que les gens, au fur et à mesure, se fassent leur idée, quoi. Voilà. Maintenant, on va passer à la réponse intelligente. Non, mais de dire que c'est un des sujets aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est-à-dire le rôle des sachants versus des apprenants, comment ça impacte. Peut-être de revenir au début, c'est-à-dire l'adoption par les parents, les grands-parents. Quand il y a eu le tri sélectif, il a été adopté, bien sûr, parce qu'il y a des poubelles de plein de couleurs différentes et tout ça, mais ça a été adopté à cause de l'école. Ça a été adopté par les enfants qui ont diffusé dans la société, ce qui est assez naturel au fond, puisqu'il y a aujourd'hui, ça doit être autour de 12 millions d'enfants qui sont dans l'éducation nationale ou le supérieur. Donc il y a un travail de réflexion qui est assez fort. Vous avez dû voir que depuis la rentrée 25, il y a du PIX-IA. Donc PIX, c'est cette start-up d'État qui a pour vocation d'introduire le numérique à l'école, donc par des petites capsules. Depuis la première année, il y a ça en 4e et en seconde, donc sur des choses très très courtes. Je pense que c'est un début. Le fait de repenser l'éducation, ce qui est peut-être où on est un petit peu en retard au niveau national, en tout cas ce qu'on avait vu sur les études, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'éducation, comment on s'approprie ces choses-là et comment on se les approprie à la maison. Il y a aujourd'hui, tout le monde a des environnements numériques de travail. Bon, tout ça se passe assez bien. Comment on exploite ça pour impliquer également les parents, pas dans le fait de faire les devoirs, mais pour pouvoir diffuser jusqu'à la maison l'IA. Donc ça, il y a beaucoup de réflexions, il y a eu beaucoup d'expérimentations au niveau de l'éducation nationale. Ça se voit pas trop parce que c'est vachement dur de faire bouger l'éducation nationale de façon globale et que les dernières réformes massives qui ont été faites par Monsieur Blanquer ont été ma foi,
un échec plus que considérable. En tout cas, c'est aujourd'hui ce qu'on a comme retour. Donc, il y a aussi un peu de frilosité dans le fait de massivement transformer les choses pour les enfants. Et quand je parle d'éducation nationale, c'est du primaire jusqu'au lycée. Quand on fait ça, ça impacte le supérieur. Donc, c'est quand même des énormes chantiers qui impactent des millions d'individus. Mais il y a quand même, ça fait quelques années quand même qu'il y a du travail considérable. Moi, je pars demain au Canada juste pour ces raisons-là. Parce que la pédagogie, la façon d'intégrer l'IA dans la pédagogie, c'est des choses qui sont très importantes. Aujourd'hui, les questions, c'est l'évaluation, par exemple. On est tous confrontés à l'évaluation. Comment on évalue que quelque chose qui a été fait, que ce soit dans l'entreprise ou ailleurs, ça a été fait avec ou sans IA, sachant qu'il n'y a pas de système de détection fiable de génération par l'IA. Ça, typiquement, au Canada ou en Finlande, enfin, je peux prendre quelques pays comme ça, ils fonctionnent pas du tout pareil parce que l'IA, elle est pensée dès le début dans les cours, dans le contenu des cours, et son niveau d'utilisation est pensé, c'est-à-dire interdiction totale, utilisation uniquement dans les salles de classe, utilisation à la maison mais encadrée par un adulte, utilisation libre. Et ça, c'est un avis personnel, mais je pense que c'est une direction qui peut être intéressante pour avoir vraiment l'adoption de l'IA et puis peut-être remettre l'humain au centre, c'est-à-dire vraiment de réfléchir. Quand on nous dit que l'IA doit pas être utilisée pour je sais pas quel cours, en fait, c'est pas, on s'en fout un peu de la note à la fin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont réfléchi à pourquoi ça devait pas être utilisé, donc il faut suivre ça. Il y a beaucoup de, on tend vers ça. Je vais juste faire, parce que pendant que j'y pense, je pense pas, moi, que ça soit une technologie comme une autre. Parce que justement, ces questions-là, en fait, c'est exactement l'éducation, l'apprentissage. On peut parler d'esprit critique, ça remet en cause tout ça. Je veux dire, il faut voir aujourd'hui, dans le supérieur, j'enseigne très très peu à Centrale, mais encore un peu. En fait, quand on rentre dans un amphi, devant nous, et d'ailleurs, je pense que vous faites ça aussi, les gens, première phrase du prof, ils disent « Ouais, excusez-moi, moi là je vois, c'est ça ». Donc l'information est disponible. Donc finalement, le rôle du prof, est-ce que c'est transmettre de la connaissance, transmettre un avis, accompagner je veux dire, une table ronde, c'est vachement plus intéressant quand il y a des questions, quoi. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que sinon on peut diffuser des choses, et ça avec l'IA, ça remet en question tout ça, le rôle de l'apprenant, le rôle du sachant ou de celui qui transmet. Donc je pense qu'il y a un gros changement de société et qu'il faut vraiment s'en emparer. Voilà, le principe de couper l'eau, la brosse à dents. C'est les pouvoirs publics qui agissent beaucoup dessus, mais aussi au niveau individuel. C'est peut-être l'objet de l'humain au centre. Bonjour. Vous évoquiez justement la perspective de remettre l'humain au centre. En fait, l'IA, elle fonctionne de manière logico-déductive. C'est un modèle mathématique qui se fonde sur des données et ses capacités sont de plus en plus développées. Donc, on obtiendra des résultats qui seront visiblement améliorés d'ici 15 ou 20 ans. Et comment ne croyez-vous pas qu'en fait, il faudra pour défendre les libertés, il faudra protéger le droit à désobéir? Protéger le droit à désobéir à l'IA. Quelquefois, on prend des décisions qui se révèlent par la suite, qui sont pas rationnelles, mais qui quelquefois sont très fructueuses et qui ne seraient peut-être pas recommandées par un modèle d'intelligence artificielle qui procéderait à des calculs logico-déductifs. Je vais commencer. Pardon, Frédéric. Oui, moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, il faut clairement établir la frontière dans l'entreprise, mais même pour vous. Martin, tout à l'heure, l'a expliqué. En fait, qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous prenez pas. Et puis, c'est ce que monsieur disait tout à l'heure. En fait, c'est la posture que vous allez avoir auprès de l'outil. Il sort quelque chose, vous le prenez pour argent comptant et hop, vous l'envoyez. Deloitte a fait ça brillamment en Australie et encore un autre cabinet bientôt. Au Canada, oui, je cherche... Bah oui, tant qu'à répliquer un modèle qui fonctionne pas, c'est bien. Donc en fait, c'est toujours pareil, c'est la posture par rapport à l'outil, votre question. Et donc sur ça, en fait, c'est bien individuellement ou collectivement en entreprise, enfin personne physique ou personne morale, qui doit poser ce sujet-là. Et le bon moment pour poser ce sujet-là, c'est effectivement, comme vous le dites, en ce moment.
Moi, je voulais juste dire qu'il y avait le problème peut-être plutôt à l'envers, hein. C'est-à-dire que les endroits où on oblige à suivre les recommandations de l'IA, notamment quand on fait de la détection faciale, enfin bon, la Chine pour pas citer, c'est peut-être ça le sujet. Parce que, en tout cas en Europe, de ce que j'ai vu, il y a peu d'endroits où on va converger vers une obligation de suivre les recommandations d'un point de vue collectif. J'entends juste d'un point de vue collectif. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut faire attention à l'inverse. Donc, et ça, c'est... Je veux dire, on revient sur de la souveraineté, la géopolitique, les modèles qu'on utilise qui sont entre deux modèles. C'est pas la même chose, c'est pas la même vision du monde. Et oui, il faut quand même se former pour savoir ça. Et je pense que c'est important. Bon, merci Frédéric et François. Je vous propose d'avancer sur le dernier volet parce que le temps passe. Et d'aller sur le volet plutôt gouvernance IA, stratégie, architecture agentique, donc tout aussi intéressant et essentiel dans les entreprises. Donc je pense que je vais laisser Pierre-Frédéric prendre la parole sur la question suivante, c'est quels sont les impacts de l'IA sur les systèmes d'information et sur l'organisation et quelle évolution l'arrivée des agents IA implique-t-elle? Vaste question. Moi, je vais prendre donc le parti pris des professionnels du numérique. Il y en a un certain nombre dans la salle, je crois, qui sont là pour faire la mise en œuvre de ces solutions IA. Parce qu'on parle de l'IA, mais on veut... notre direction générale nous dit, allez, faites-nous des solutions IA, il faut y aller, il faut investir, et on attend le retour sur investissement. Et donc, on se pose beaucoup de questions. Ça va être quoi l'impact pour nous? Il faut développer des nouvelles compétences, il faut développer des nouvelles pratiques. Et puis surtout, quelle va être la rentabilité de ces solutions? Parce qu'on nous challenge aussi sur le retour sur investissement de ces solutions-là. J'aime bien la référence à l'étude de MIT, que je précise. Donc, ce qu'ils ont trouvé, ils ont étudié à peu près 300 projets IA sur une cinquantaine d'entreprises. Ils ont établi aussi qu'il y avait à peu près entre 30 et 40 milliards d'investis sur l'IA. Et ils ont effectivement trouvé que dans 95% des cas, il n'y a pas de retour sur investissement prouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un jour, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Et pour les 5% qui restent, il y a un énorme gain qui a été démontré. Donc ça veut dire qu'il y en a quelques-uns qui ont beaucoup gagné et beaucoup qui sont encore en train de chercher, on va dire, pour l'instant. Voilà, donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à développer ces solutions et faire en sorte qu'elles fonctionnent le mieux possible? Une autre question qu'on se pose, c'est comment est-ce que ces IA vont impacter notre système d'information? Comment est-ce qu'on va réussir à les intégrer dans notre système d'information qui est déjà très lourd, très chargé, très compliqué à faire fonctionner. Alors, l'IA, elle rentre dans l'entreprise de différentes façons. Donc, on a beaucoup parlé d'IA générative. Vous avez des IA sur étagère. Vous utilisez ChatGPT, vous achetez Copilot, vous achetez toutes ces choses-là. Et toutes les grandes entreprises ont déjà fait ça. C'est des solutions relativement standardisées qu'on peut utiliser assez rapidement, qui ont assez peu d'impact a priori sur le système d'information, qui démontre déjà un certain niveau de gain. Il y a un niveau d'adoption qui est déjà assez élevé. J'ai vu une étude qui m'a surpris, c'est que plus de 50% des actifs dans les entreprises disent déjà utiliser quotidiennement ou hebdomadairement des LLM. Donc c'est des choses qui rentrent dans les mœurs progressivement. Alors je ne sais pas si on les utilise toujours bien comme on a pu le décrire, mais en tout cas on les utilise. Et donc ça c'est le premier type d'IA. À l'extrême inverse, donc là c'est celle qui demande le moins d'efforts sur le système d'information. À l'extrême inverse, vous avez les entreprises qui ont investi massivement pour bâtir des solutions d'IA complètes du sol au plafond. Ils investissent sur le hardware, ils montent des data centers, ils achètent des GPU chez qui vous savez, ils développent l'algorithmique, voilà, pour des raisons d'avantages concurrentiels, de propriété intellectuelle, de souveraineté. Et ils font ça, ils n'ont pas attendu l'arrivée des LLM pour le faire. Ça fait de nombreuses années qu'ils ont investi là-dessus. Là, beaucoup plus complexe, beaucoup plus cher aussi, et beaucoup plus confidentiel, puisque seules quelques grandes entreprises très initiées sont capables de faire ça. Et puis entre les deux, aujourd'hui, on va avoir une espèce de médiane. On va pouvoir commencer à faire des développements de solutions à base d'IA, en utilisant par exemple ce qu'on appelle des frameworks agentiques. Donc c'est des briques qui permettent de construire des solutions à base d'agents intelligents qui vont permettre effectivement d'automatiser un certain nombre d'activités. Donc c'est plus sophistiqué que ce qu'on faisait avec les LLM, mais c'est moins compliqué que bâtir des solutions complètes. Donc on va pouvoir s'appuyer sur des LLM, mais on va pouvoir les compléter avec des technologies un petit peu plus sophistiquées, comme donc bâtir des workflows agentiques qui vont permettre d'automatiser un certain nombre de tâches, donc de construire des agents qui viennent compléter les collaborateurs de l'entreprise.
Et on voit que c'est dans ces outils-là, qui sont davantage personnalisés, parce qu'ils sont appuyés aussi sur le système d'information et les données qu'on a dans l'entreprise, qu'on va créer le plus de valeur, plus que dans les solutions qui sont un petit peu standards et sur étagère. Voilà. Sauf que, bien évidemment, si vous voulez faire des solutions à valeur ajoutée, l'IA, son carburant, c'est la donnée. Donc il faut que vous ayez des données, hein, il faut que vous ayez des données propres, correctement gouvernées, hein. Et donc, en fait, ça ne fait que remettre au goût du jour un certain nombre de projets qu'on a depuis un certain nombre d'années dans les entreprises, hein, comme monter des data platforms, architecturer les données correctement, définir une gouvernance des données qu'on va partager avec les métiers, hein, qui est responsable de quelles données, qu'est-ce qu'on alimente dans quel système. Et c'est un peu la condition pour ensuite construire des IA qui seront efficaces. Sinon, on n'aura pas de résultats. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, si je reviens 2 secondes sur les workflows agentiques, vous verrez que on construit aujourd'hui des workflows agentiques qui sont capables d'interagir avec le système d'information. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans le workflow, donc on utilise des LLM, mais on utilise aussi des appels à des fonctions dans le système d'information. On va faire des appels à différents endroits pour aller utiliser des informations qu'on a dans le SI. Votre SI, pour pouvoir répondre à ces appels de l'IA, il faut qu'il soit correctement structuré. Typiquement, on va parler d'APIisation du système d'information. Si on a construit un SI qui a des API, où on expose des données, eh ben on va faire ça très facilement. Il se trouve que c'est un grand programme dans beaucoup d'entreprises, hein, de transformer le SI de l'entreprise par les API depuis plus de 5-10 ans. Hein, et donc ceux qui ont investi là-dessus, aujourd'hui, ils vont avoir un retour sur investissement de ces transformations. Parce que l'IA sera facile à adopter. Ceux qui ont toujours un SI trop complexe et mal géré et boîte noire, ceux-là vont avoir beaucoup de mal à adopter une IA très personnalisée qui se connecte avec leur système d'information. Donc ne jamais oublier les efforts d'architecture globale du système d'information. Ça paye dans tous les cas, et en particulier quand on veut adopter l'IA, ça va être très important. Troisième point, sujet important aussi pour les DSI, la sécurité. On a parlé d'éthique, on a parlé de confidentialité des données. La sécurité de l'information, très important. Je voulais juste citer deux études. Hein. Une étude qui s'appelle le AI Safety Index, qui a été développé par un institut américain. Ils ont analysé les LLM des grandes entreprises américaines, hein, les 8 leaders, et sur un certain nombre de dimensions. Donc il y a des dimensions autour de l'éthique, autour de la sécurité des données qui sont utilisées pour entraîner leur LLM. Et ils ont donné une note de A à F, hein, comme dans le système anglo-saxon. Le meilleur LLM de tous, il est noté C+. C'est-à-dire que le meilleur, c'est-à-dire le plus respectueux des données, hein, il a que la note C+. Donc on est loin d'avoir le A. Donc déjà, gardez ça en tête, hein, sur les LLM que vous utilisez, c'est pas terrible. Hein. La deuxième chose, toujours sur la sécurité, le NIST, hein, qui est un institut de normalisation aux États-Unis, a fait un travail très approfondi sur l'analyse des vulnérabilités et des attaques sur nos modèles d'IA. Hein. Et ils ont très bien documenté aujourd'hui les atteintes qu'on peut avoir à la fois sur la disponibilité, la confidentialité des informations. Et donc, ces attaques sont connues, elles sont documentées, elles sont largement utilisées par des attaquants qui eux-mêmes utilisent l'IA pour déclencher ces attaques. Hein. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Et comme à chaque fois dans tous les projets de transformation du SI qu'on a fait, la sécurité, c'est la dernière roue du carrosse. Et c'est un sujet dont on ne s'occupe pas alors que c'est fondamental. Donc plus on va l'utiliser, plus il faudra faire attention à ça. Donc tous ces sujets-là sont des sujets qui sont clés pour les directions des systèmes d'information et il faut s'en occuper. Et c'est moins sexy que parler d'IA, hein, mais c'est des sujets fondamentaux, data platform, gouvernance des données, architecture du SI, cybersécurité, pour garantir qu'on pourra adopter et développer l'IA correctement. Voilà. Et à cette condition, on pourra effectivement l'utiliser pleinement. Oui. Pardon, par rapport à ce que tu dis, du coup, je suis curieuse. Pourquoi est-ce que c'est la dernière roue du carrosse, selon toi ? En fait, parce que d'abord, c'est une contrainte, hein, donc c'est un coût de sécuriser les systèmes. Et pour l'instant, on est dans des phases d'innovation. Donc, on est en train d'expérimenter. On ne sait pas si ça va marcher. Donc, on veut d'abord prouver que ça fonctionne. Et après, seulement, on se posera la question de le sécuriser. On n'arrête pas de dire, hein, security by design, il faut mettre la sécurité au cœur, le faire en premier, mais économiquement, c'est pas le réflexe des gens. Les gens, ils vont d'abord chercher à faire quelque chose qui marche,
qui va leur créer de la valeur, et après, dans un deuxième temps, ils sécurisent. En tout cas, je pense que les Américains pensent comme ça. Et que donc, on hérite un petit peu de cette chose-là. Donc, c'est... en tout cas, c'est quand l'IA va être très fortement développée que probablement on aura des incidents de sécurité majeurs qui vont apparaître, et que là, on commencera à s'en occuper et à mettre un certain nombre de barrières et de sécurité autour de nos systèmes, hélas. Merci Pierre-Frédéric. Donc ce que l'on voit, et je passerai la parole à François. Donc l'IA révèle des dettes organisationnelles, data, IT, mais aussi des limites, comme on a pu le montrer en termes de sécurité, malgré le fait qu'il y ait un cadre réglementaire en ce sens pour encadrer tout cela d'un point de vue sécurité. Donc François, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Et du coup, compte tenu de ce qu'a pu dire Pierre-Frédéric, comment on conçoit un système d'information capable d'intégrer l'IA, de gérer des agents, tout en restant robuste et gouvernable? Alors moi en fait je vais être un peu le pendant de ce que Pierre-Frédéric discutait sur le volet très IT. En fait ce volet IT finalement il rentre dans une dimension de gouvernance au sens large. Et alors en fait on va faire un petit peu de prise de hauteur juste une minute. Vous connaissez, enfin vous pouvez lever la main s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez Scrum et l'agilité? Bon, on peut dire que majoritairement vous connaissez. Alors, il y a une citation, alors on ne sait jamais toujours vraiment si c'est la réalité, vous savez, les citations qui s'est imputée. Il y en a une que j'adore, qui serait de Ken Schwaber, en fait, qui est un des créateurs de Scrum, qui dit en substance que Scrum ne rend pas les équipes excellentes, mais qu'elle met à nu leur dysfonctionnement. Je crois même qu'il dit expose les incompétences. Alors, j'irai pas jusque-là avec l'IA, mais finalement, l'IA, par rapport à ce que disait... on disait à l'instant, en fait, finalement, ça expose la dette de l'entreprise. Je pense que Pierre-Frédéric l'a brillamment exposé avec ceux qui investissent sur l'APIfication, sur la cybersécurité. Parce que finalement, en fait, le coût de la qualité ou de la non-qualité, c'est toujours un débat sempiternel et ça date pas des IA. La qualité logicielle, la qualité des process, c'est souvent toujours des choses dont on s'occupe en entreprise quand ça commence à dysfonctionner. Donc on va certainement suivre le même schéma. Et c'est d'autant plus vrai que comme on est dans une époque du Far West où en gros même l'IA Act en ce moment est en train de se détricoter, je pense qu'effectivement tout ça, ça se régulera quand on aura les vraies crises aux US ou ailleurs. Donc cette dette technologique finalement elle existe déjà et moi au quotidien dans les missions que j'anime dans les entreprises, je vois pas des agents partout qui s'accrochent au lustre, je vois plus des problèmes de données dans les ERP, les CRM ou même juste dans le reporting. Bon, ça fait juste 20 ans que ça dure. Donc, voilà. Ah ouais, je crois. 30 ans. Donc pas de data, pas d'IA, pour prendre un motto que j'aime bien. Donc ça, c'est pour asseoir l'aspect IT. Après, en fait, il y a un autre volet qui est encore plus humain, c'est la dette organisationnelle. Alors, une fois de plus, une IA, c'est bête. Vous la posez pas, et puis vous savez, c'est pas comme dans les films où hop, elle commence à s'animer, puis pof, elle se plug quelque part dans votre entreprise, et au miracle, ça fait quelque chose. Maintenant, vous allez la mettre dans des process, mais comme c'est des process qui parfois datent d'il y a 15 ans, 20 ans, avec ce côté couche d'oignon, finalement, en fait, ça expose votre dette organisationnelle, parce que parfois, les process, il y a ce qui est sur le papier, où il y a l'organigramme officiel, et il y a ce qui se passe à la machine à café par mail ou par Teams, ce qui fait que ça règle le problème. Et donc, en fait, quand vous mettez une IA qui est ultra structurée, à qui il faut vous expliquer tout, là, ça coince. Donc, ça expose finalement le fait que les process, ils sont pas si carrés que ça. Et s'il vous plaît, évitez, par pitié, de faire ce qu'on voit régulièrement tous, c'est de mettre un pansement sur une jambe de bois. On a un process qui marchote, allez hop, on va mettre un morceau d'IA dessus et c'est parti. C'est la transformation extraordinaire. Non, ça marche pas, ça. Et puis bon, donc la dernière dette, c'est la dette de la donnée, mais je pense qu'effectivement, comme la réaction de Martin, c'est un cri du cœur. Je pense que vous connaissez tout ça, surtout les gens qui sont DSI. Alors en fait, ces trois dettes, finalement, elles sont encore amplifiées par l'IA, parce que ça va devenir de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, on est sur des agents. Alors l'agent, c'est un peu comme consultant, c'est un terme très galvaudé. Tout le monde fait des agents maintenant.
Donc aujourd'hui, les agents restent quand même relativement simples. Comme l'a dit Martin, les agents qui sont sophistiqués, ceux qui prennent un process de bout en bout, voire ceux qui se parlent entre eux, c'est de la science-fiction, mais ça va arriver. Des brillantes sociétés comme Google se cassent les dents dessus, sur l'agentification. C'est pas moi qui le dis, vous prenez leur livre blanc et puis quand vous avez 2 heures pour lire un bouquin qui est quand même assez compliqué, vous verrez. Mais c'est juste une question de temps. Donc en fait, tout ça, ça va s'accélérer. On va vraiment passer vers une ère de ce que j'appelle réellement des agents qui vont vous prendre un process de bout en bout avec le fameux human in the loop. On restera aux manettes, il faut arrêter ce fantasme où en fait on ne fera plus rien. Néanmoins, on aura des choses qui seront beaucoup plus automatisées. Mais alors quand vous commencez déjà à regarder un système équivalent comme ce dont Pierre-Frédéric parlait avec les API, gérer un système d'API qui tourne en entreprise, déjà c'est costaud. Alors après, quand vous commencez à vous brancher aux API qui sont dans votre écosystème externe, à l'API de Google Maps, de machin, de trucs, là la difficulté monte parce que quand il y a un problème, vous avez un écosystème à gérer. Imaginez demain, quand vous allez avoir ce monde d'agents en entreprise et qui vont se brancher aux agents de vos fournisseurs, de vos clients, de vos partenaires et je ne sais quoi, de l'État, comme la facturation électronique en ce moment, ça va être ultra compliqué. Donc en fait, cette dette finalement, elle va être de plus en plus mise en relief. Alors elle va être mise en relief aussi parce que globalement, l'agentification, et on commence à le voir, si vous allez sur LinkedIn, si vous voyez tous les gens en fait aujourd'hui qui interviennent, en fait, qui s'emparent de l'IA générative avec ou sans expertise, pour des raisons dont on a parlé, finalement l'IA va devenir un collaborateur numérique. Faut pas juste je suis complètement d'accord avec Frédéric sur ça, c'est pas une technologie en plus, il y a quand même quelque part derrière un paradigme qui change. Je vous disais tout à l'heure, désapprendre pour apprendre, le schéma cognitif, c'est fort ça en fait, il n'y a pas beaucoup de technologies qui l'ont fait jusqu'à présent. Mais en fait, moi, mon pari demain, c'est quand vous allez prendre un collaborateur, aujourd'hui, il arrive avec son CV, bonjour, soft skills, hard skills, expérience. Vous voyez, en fait, quand vous allez prendre une agence digitale ou une agence de mode, pour certains, ils arrivent avec un playbook de leur réalisation. Moi, mon pari demain, c'est que les gens, les collaborateurs physiques, humains que nous sommes, viendront avec leur playbook d'agent. Moi, je sais faire un super agent, en fait, comme Salesforce, qui, pour pas cher, en fait, vous fera... Moi, depuis le devis jusqu'au cash, et en fait, tout ça, ça va être automatisé avec le minimum de vérification par les commerciaux. C'est ce que fait déjà Salesforce dans Agentforce. Il va y avoir une vraie question. Là, on parlait de contrôle tout à l'heure. On ne parle pas juste de contrôle IT ou de contrôle métier, on va aussi avoir un contrôle RH. Vous vous rendez compte de la complexité qu'on va avoir à embrasser, justement, encore toujours sur cette hybridation humain et IA. Donc, il faut se préparer à ça. Et le mot magique qui fait fuir tout le monde, en fait, c'est un peu comme la cyber, c'est gouvernance. Et donc, en fait, il faut effectivement que vous ayez une gouvernance de l'IA, mais j'irai plus loin, en fait, c'est une gouvernance des agents, pour les raisons dont je viens de vous parler. Je vous parlais tout à l'heure de contrat de travail explicite avec l'IA. En fait, sur les agents, il faudra vraiment que ce soit ultra clair, non seulement pour votre organisation, mais en plus pour votre écosystème. Voilà, donc en fait, après, le système d'information, c'est une des fondations, comme l'a brillamment illustré Pierre-Frédéric, qui va orchestrer tout ça et qui potentiellement va vous faire un déclassement concurrentiel si vous n'adressez pas ces sujets-là maintenant. Il y a quand même un peu de temps avant que tout ça, ça soit sec. Les 5-10 ans, c'est à peu près l'horizon qu'on se donne. C'est pas 2026 ou 2027, c'est du 2030-2040. Mais le temps pour changer un SI, le temps surtout aussi pour changer les autres fondations, les autres piliers qui sont l'humain et les process, tout ça c'est du temps long. Et donc en fait, moi ce que je vous encourage dans cette gouvernance générale IA agent, c'est de au moins réfléchir, pas vous précipiter, mais en tout cas réfléchir pour intégrer tous ces aspects-là dans votre gouvernance. Voilà. Merci François. Et donc si on va un peu plus on va dire sur le terrain, et toi Vincent, quel retour d'expérience très concret tu pourrais nous partager sur l'intégration de l'IA dans un grand groupe comme Veolia? Alors bonjour, alors, je vais raconter un peu l'histoire de l'IA. On parle toujours de l'IA depuis 3 ans, depuis qu'il y a les GPT. On avait commencé un peu avant à faire de l'IA, justement, par exemple, dans le traitement des déchets pour reconnaître des bouteilles usagées et autres pour faire du tri automatique. On avait aussi de l'IA pour faire de la détection de fuite, des trucs très, très techniques.
Et puis, il y a 2 ans et demi, on a été assez réactif. On a mis en place quelque chose qu'on appelait Veolia Secure GPT. En fin de compte, on a pris assez vite peur, en fin de compte, de voir des appels d'offres, des données confidentielles partir dans des GPT, puis les gens s'en servaient pour les traduire, pour faire des choses comme ça. Donc très vite, on a fait on va dire un petit développement, qui n'était pas quelque chose de très gros, parce que ça a été mis en place en quelques semaines, qui dans un premier temps nous a permis déjà de permettre aux collaborateurs de dire utilisez ChatGPT, utilisez les LLM que vous voulez, mais dans un cadre sécurisé, c'est-à-dire que les données sortent pas, donc les gens aussi sont habitués. Ça nous a permis aussi de gérer 2 types de cas, c'est-à-dire qu'il y avait les super geeks qui savaient ce qu'ils faisaient, donc on leur avait expliqué les dangers. Et puis aussi, et c'était aussi une grosse gageure qu'on avait, c'est qu'on a beaucoup de col blanc, mais énormément de col bleu chez Veolia, c'était amener tout le monde à se servir de l'IA, c'est-à-dire même des gens qui... aujourd'hui, on envoie entre moins de 10 mails par mois. Donc on a une grosse population de gens qui n'ont qu'un PDA et autres. Donc il y a un côté très éducation. Et donc de les amener à se servir de l'IA, donc poser des questions. D'ailleurs, un des retours qui est assez marrant sur le terrain, c'est que les gens ils disent mais comment on peut demander quelque chose à quelque chose qui ne sait pas donner l'heure? Et c'est assez marrant, mais on peut demander plein de trucs à tous les GPT, mais vous lui demandez l'heure, ils savent pas la donner. Ce qui paraît assez bête, mais bon, c'est effectivement quelqu'un sur le terrain, il n'arrive pas à comprendre, mais bon, c'est un truc de base. Et donc du coup, des LLM de base, on a commencé à faire pas mal de choses, faire des bases de connaissances où on mettait par exemple, on a beaucoup de contrats. Donc quand vous avez un contrat avec 5-6 000 pages qui dure pendant 10 ans, quelqu'un qui débarque sur le projet, sur une collectivité, s'il veut savoir des engagements qu'on a pris, effectivement, là pour le coup, c'est très pratique, il pose des questions, il a les réponses. Et puis bon, ça a évolué comme ça, et puis on s'est aperçu que finalement les gens faisaient de plus en plus de prompts, de plus en plus évolués, des services clients, des choses comme ça, donc on leur a fait une bibliothèque de prompts, donc les gens s'échangent des prompts dans l'entreprise. Alors, on a aussi une chance, c'est qu'on est 218 000 chez Veolia, on a plein de métiers, donc on a un écosystème assez grand justement pour essayer plein de choses. Donc on a fait tous ces prompts, on avait ces assistants qui sont arrivés, et puis de fil en aiguille, on s'est dit mais faut que ça parle aussi au reste de l'entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens avaient un outil, je sais pas, pour par exemple gérer des plannings, puis en fin de compte, ils posaient des questions, puis à un moment, ils disent « Et est-ce que j'ai le temps d'y aller ?» Bon, ça paraissait assez légitime, mais techniquement, c'était compliqué. Donc du coup, on est parti, alors effectivement, on est tombé dans ces histoires de est-ce qu'on avait des API ou pas, on a bâti des MCP au-dessus, et là, c'est un peu l'évolution qu'on est en train de faire, c'est connecter notre SI, finalement, à ce fameux Veolia GPT. Puis on a une espèce de petite guerre aussi en interne, c'est qu'on veut pas que les gens aillent sur Internet, donc il faut qu'on soit quand même meilleur constamment. Donc ça évolue énormément. Et puis ensuite, on a, comme dans toutes les entreprises, et surtout quand on est une entreprise cotée, il faut aussi qu'on fasse des effets d'annonce, qui fait partie aussi de tout. Et on a notre patronne donc Estelle Bracanoff, qui a parlé au marché, donc qui a dit, nous, on lance un projet qui s'appelle Talk to My Plant. Donc je parle à mon usine. Alors aujourd'hui, on a quasiment 4000 usines de traitement d'eau, 3000 de traitement d'eau usée, puis on a 300 000 km de tuyaux en France. Donc c'est beaucoup de travail pour gérer ça et autres. Et donc l'idée, c'est aller générer des cas d'usage. Donc on a des accords avec plein de startups, avec Mistral, avec plein d'autres. Justement, alors j'espère qu'on va casser les chiffres des 95% de trucs qui n'ont pas de ROI, mais justement pour essayer de trouver des cas d'usage qui vont nous aider au quotidien dans tout ça. Donc ça, c'est un sujet en cours. On est beaucoup dans des logiques de co-développement. Donc c'est-à-dire, c'est dire voilà, comment on passe de l'algo à des choses qui nous rapportent de la valeur ou du profit, sur certains cas. Voilà. Et puis au niveau des agents, alors on s'en sert aussi pour l'informatique, on s'en sert un peu pour tout. On va dire que c'est du RPA revu et corrigé dans beaucoup de cas. Il faut être assez pragmatique. Et puis, on s'aperçoit qu'on a une vraie logique, en tous les cas en interne, une peur, c'est que qui va faire des agents? Moi, c'est une question, j'ai pas encore la réponse, mais si je prends des développeurs classiques, ils savent faire des systèmes déterministes, c'est-à-dire qu'ils viennent, et puis il y a un choix, et on sait ce qui se passe, on va dire, à la fin d'un programme. Donc les gens savent le faire.
quand on fait des agents, on fait des systèmes non déterministes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va mettre plusieurs paramètres et la décision, on ne la connaît pas. Et un des premiers, par exemple, cas d'usage qu'on avait, qui était tout bête, c'est qu'on s'était branché sur des outils j'allais dire de gestion de production. Donc on voyait des serveurs qui marchent bien ou des trucs tout bêtes, ils n'ont pas assez de capacité. Il suffit simplement sur un hyperscaler de leur mettre un peu plus de capacité. Donc c'est des trucs hyper trivial. On s'est dit, on va automatiser ça, on va économiser des tickets et autres. Sur le papier, la chaîne fonctionne. C'est-à-dire que vous avez un système qui demande par exemple plus de CPU. Vous avez accès à l'interface de l'hyperscaler via un MCP où on peut rajouter le truc. Donc globalement, il manque 10%, on rajoute 10%. Globalement, le truc peut marcher tout seul. Le problème, c'est que si on met plus, et que ça peut s'emballer, tout le monde a des anecdotes de choses qui se sont mal passées, on peut déclencher des milliers d'euros de surconsommation d'hyperscaler. Et aujourd'hui, j'ai pas un développeur qui me dit « mon programme, on peut le mettre en ligne », il n'y a aucun risque. À chaque fois, il y a un warning, quelqu'un qui dit oui pour le valider. C'est-à-dire qu'on a vraiment une peur du résultat, parce que là, pour le coup, s'il y a une erreur, ça coûte vite très cher. Donc là, c'est un peu la limite, c'est entre effectivement les développeurs et autres là-dessus. Et voilà, donc c'était essentiellement ça. Sur les devs, c'est vraiment qui va faire ces agents. Moi, j'ai pas encore le Saint Graal là-dessus. Et du coup, compte tenu de ce contexte, d'après toi, Vincent, comment créer une entreprise qui ne se contente pas uniquement d'utiliser l'IA, mais qui en soit responsable et exemplaire, tenant compte de de ce contexte, de ses limites aussi dans l'utilisation de l'IA? Alors, c'était aussi avec notre fameux Veolia Secure GPT, c'était être capable de quantifier l'utilisation de l'IA qu'on avait. C'est-à-dire que si on passe tous au même endroit, qu'on puisse le suivre. Donc, on sait qu'aujourd'hui, ça coûte quelques centaines de tonnes de CO2, mais si, en fin de compte, on est dans du shadow AI, c'est-à-dire que tout le monde s'en sert dans tous les sens, c'est inquantifiable. Donc, on se dit au moins, alors donc on retombe sur l'histoire de la data, mais en tous les cas, on saura finalement ce que ça va nous coûter, et après, on pourra essayer de déterminer ce que ça nous fait gagner d'un autre côté. D'accord. Donc poser un cadre et les outils nécessaires pour pouvoir justement mesurer, évaluer et suivre l'utilisation. D'accord. Je ne sais pas si... Oui. Est-ce que le cadre, par exemple, c'est donner un nombre de crédits en termes de tokens, par exemple, à chaque employé en mensuel? Non, parce que ça se fait dans des universités, en fait. Je me demandais si ça avait été réfléchi. Alors, dans un grand groupe centralisé, on se refacture tous. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, le développement de Veolia GPT est au niveau groupe, et on compte les utilisateurs, et on compte à la requête, et voilà. Donc, c'est une règle. En fin de compte, comme le problème est... en fin de compte, les gens choisissent le LLM qu'ils veulent pour poser leurs questions. Alors, au début, tout le monde s'amusait à faire 5-6 fois la même question avec 5-6 LLM différents. Chaque LLM, comme tu l'indiquais tout à l'heure, ne fonctionne pas pareil. Donc effectivement, entre un DeepSeek, un ChatGPT, un Gemini ou un autre, finalement le coût n'est pas le même. Donc on est obligé de faire des moyennes, quoi. Merci à tous. Peut-être qu'on va prendre deux dernières questions avant de clore totalement notre table ronde. Bonsoir. Donc moi je reviens à l'étude du MIT qui dit que effectivement 95% des projets échouent. Moi ce que je voudrais savoir sur les 5% où ils réussissent, en fait quels sont les cas d'usage ou les modèles économiques qui ont été générés pour... Alors l'étude du MIT elle dit plusieurs choses. Elle dit premièrement, un des défauts des entreprises, c'est de faire des POC dans tous les sens, de tester trop de choses différentes, de ne pas être discriminant sur ce qu'ils choisissent de faire. Elle dit une autre chose, elle dit que c'est plus de 50% des use cases sont dans le domaine sales et marketing, service client, CRM, etc. Et ils disent que en fait, là où est la valeur, elle est plutôt dans les back-office, sur les opérations, la finance, la compliance. Et que donc les entreprises qui ont des taux de retour sur investissement importants ont plutôt fait des use cases dans ce domaine-là.
Et une autre remarque qu'ils font, c'est que les entreprises, beaucoup d'entreprises, en tout cas dans celles qu'ils ont regardées, ont fait des choses en interne et qu'en fait, qui sont plutôt moins fiables que s'ils avaient acheté des solutions, en fait. Et donc, il faut faire confiance un petit peu aux éditeurs. Je suis pas sûr que ce soit un bon conseil, mais en l'occurrence, c'est le conseil qu'eux donnaient. Plutôt que de tout vouloir faire en interne, où des fois on se plante parce qu'on n'a pas l'expertise, aussi avoir recours au marché, aux éditeurs et aux fournisseurs de solutions.